Bon, on va attendre un peu tout le monde, mais ce premier live que tu vas voir, Damien, ce sera pas le plus rigolo parce que j'ai réfléchi un peu, je réfléchissais cet après-midi et je voulais justement faire un retour sur la vidéo de ce week-end. Mais peut-être si ça vous intéresse, mais je vais attendre que d'autres gens arrivent pour voir si les gens sont intéressés, mais Bonsoir. peut-être développer, bonsoir, la fois où moi j'ai dû vraiment faire un massage cardiaque et ce sera pas très rigolo, mais je pense que ça peut nous faire réfléchir, quoi. En tout cas, moi, ça m'a bien fait réfléchir. Enfin, si ça vous intéresse. Comme ça, on parle d'incidents et de petits gestes, les petits gestes qui font la différence entre quelque chose de dramatique et une piqûre de rappel, quoi. C'est ce que j'aimerais bien faire avec vous. Mais est-ce que vous avez tous vu justement la vidéo que j'ai postée ce week-end? Oui, Le sauvetage de la Vous fille. pouvez répondre. Oui. Ouais, le sauvetage de l'apnéiste, je sais pas si c'était une fille. C'est la toute dernière vidéo. Ouais, la Ouais. dernière, ouais. Ouais. Ouais, mais j'étais assez, enfin, j'étais triste pour eux de l'avoir vu, mais j'étais aussi assez content de l'avoir vu dans le sens où c'est paradoxal parce qu'ils ont vite réagi, donc c'était très intéressant à voir. Mais en même temps, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont raté un ou deux petits trucs qui auraient vraiment fait la différence, quoi. Et on va en parler un peu plus. Je l'aborde dans la vidéo, mais le live me permet de rentrer un peu plus dans les détails, puis éventuellement de répondre à des questions. On attend encore un peu, parce que je crois qu'il y avait Raza et Rui qui voulaient venir. Je sais pas s'il est connecté. Pas si on va voir Olivier non plus. Pas de problème, pas de problème. T'inquiète pas, Damien. Alors, ce que je fais généralement dans les lives, Damien, c'est que bon, quand on va le commencer, encore 1 ou 2 minutes, puis c'est qu'il y a toujours une partie questions ouvertes où il faut jamais que tu hésites à poser des questions si tu en as. Et j'essaie d'y répondre. On essaie tous d'y répondre au mieux. Puis après, je développe les sujets. Puis à la fin, on fait de nouveau des questions et tout. Donc si tu comprends pas un truc, surtout t'hésiter. Oui, bon, on peut parler de et diverses choses à la fin, c'est vrai. Pas que des questions. J'ai entendu Chloé qui s'est marrée. On vient juste pour assister à la fin du live, hein. Ah, je sais pas encore, je sais pas où ça va déraper cette fois. Ce sera à vous de nous lancer sur la fin du live. ouais, mais J'ai si on... survolé un peu la partie textuelle du salon. Ah, ça, mais si on peut tenir un peu plus de 4 minutes cette fois-ci. D'autres gens, donc je vous annonce quand même, ça c'est le début du live. Donc le live, ça va être sur les petits gestes et je vais vous parler aussi moi de mon expérience de sauvetage qui malheureusement, comme beaucoup d'expériences réelles de sauvetage, n'a pas abouti. Le but de ce live, justement, c'est de vous sensibiliser et de vous donner quelques conseils qui peuvent faire la différence sur le terrain. Parce que c'est comme pour la panique, au niveau du secours, d'un sauvetage, ça va être une accumulation d'erreurs qui peut amener à une bonne fin ou à une triste fin. Et, et donc à la fin, on sera sur une discussion un peu plus ouverte comme d'habitude. Si vous avez des questions par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est d'accord sur la direction du live de ce soir? Ouais, nickel. Yes. Ouais. Ce sera pas le plus rigolo, mais j'ai quand même bien envie de le développer un peu. Mais avant ça, comme toujours, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont plongé cette semaine? Je crois que oui. Maintenant, oui, moi je plonge. Ça y est. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a fait sa première épave. Oui, c'était un tout petit truc au fond de la carrière. Bah non, mais c'est bien. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était C'était à quelle profondeur? trop cool. C'était 18 mètres, mais c'était trop bien. On est rentré par les vitres, et puis on faisait des petits slaloms, rentré par l'arrière. Enfin, on se baladait quoi. C'était pas grand, mais moi ça m'amusait beaucoup. Et comment ça s'est passé au niveau de ta flottabilité? La bouteille touchait pas quand tu rentrais par les vitres? Non, je faisais bien gaffe parce qu'il y a rien qui touche. Bah, c'est très bien ça, c'est bien. Et 18 mètres, ça commence à faire, Ouais, hein, mais donc je ouais, pensais pas qu'on c'est allait aller tu direct à progresses 18 bien. mètres. Ouais, c'est cool. C'est cool, félicitations. Merci. Félicitations, Potis. On se souvient toujours des premières épaves, hein. Ouais, Moi, c'est les trucs qui m'amusent le plus.
Mmh. qui a un côté 3 dimensions. Ouais, c'est ça. Bah, super, félicitations. Bonsoir Olivier, bienvenue. Ah, on a perdu quelqu'un. Bonsoir, salut à tous. Salut! Juste pour que tu vois un peu le plan, on va parler des petits gestes d'assistance et je vais vous parler moi de mon expérience sur le terrain, mon expérience malheureuse. Quelque chose que j'ai jamais abordé pour l'instant, donc c'est une première aussi pour moi. Là, je vais vous parler ce live-là, je vais pas vous montrer beaucoup d'images, même pas du tout en fait. Je vais plus vous parler de mon expérience. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment développé sur la chaîne YouTube, parce que c'est assez personnel. Mais j'en ai appris quand même pas mal de choses. Donc voilà. Mais on va commencer par la vidéo que j'ai postée ce week-end. Non, excusez-moi. Avant de commencer ça, Damien, tu sais pas ce que c'est que le rescue. Donc je vais t'expliquer. En fait, le rescue, c'est un niveau. Euh, donc il y a différents niveaux en plongée récréative. C'est pas exactement les mêmes que sur la plongée française. Donc après, peut-être que Olivier, tu sais les équivalents en français. En tout cas, avec les systèmes récréatifs, que ce soit PADI ou SSI ou d'autres fédérations, eh bien là, il y a quelque chose qui s'appelle le rescue. C'est un entraînement particulier qui nous entraîne à repérer le stress chez nos binômes et à éventuellement faire les premiers gestes qui permettent d'éviter une panique ou pire, un incident, une perte de connaissance, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est un entraînement. C'est un entraînement et c'est une certification. C'est quelque chose généralement qu'on fait un peu plus tard quand on a une cinquantaine de plongées parce que ça demande quand même un bon contrôle de son corps et une bonne compréhension de la plongée. Mmh, tu plonges un peu, Damien? Je n'ai pas encore fait ma première, justement, je m'organise. D'accord, Je la prévois pour dans quelques mois. bon, super. Tu verras, quand tu plonges, au début, tu vas être concentré uniquement sur toi. En fait, il faut que tu vois un peu les niveaux de plongée comme des cercles et au début, tu vas être très concentré sur toi, sur ton cercle, donc ton corps et uniquement toi et plus tu vas augmenter en niveau, en expérience et puis après avec d'autres certifications et plus tu vas apprendre à élargir ton cercle en quelque sorte. Tu vois, c'est une analogie qu'on fait souvent quand tu fais tes premiers niveaux, ton cercle c'est toi. Quand tu commences à être advanced, t'élargis un peu ton cercle pour commencer à comprendre un peu l'environnement, à reconnaître certains poissons ou à commencer à observer un peu le courant. Bon, encore que le courant, ça arrive plus tard. Et le rescue, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est quand tu élargis suffisamment ton cercle pour être capable, en plus de toi, de remarquer les autres plongeurs et de remarquer s'il y a des postures de stress, quels sont les éventuels problèmes, et pouvoir aider ou intervenir. Mais ça, c'est des choses qui arrivent, qu'on met en place beaucoup plus tard. C'est juste pour te donner un ordre d'idée quand j'utilisais le terme rescue. D'accord. Et ça peut s'apprendre sans être encadrant? Oui, 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 c'est quelque chose qui se fait sans être encadrant, dans les fédérations récréatives. C'est un niveau c'est un niveau qui se fait après les advance et tout, parce que c'est un niveau un peu stressant. Dans l'idée, c'est un niveau où il faut que les élèves passent un mauvais moment. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un live spécialement sur comment est-ce que je torture mes élèves durant leur rescue, parce que il faut que les personnes comprennent le stress pour pouvoir se mettre à la place des autres, quoi. Ça arrive souvent avec des personnes qui sont très très à l'aise dans l'eau, de pas forcément comprendre le problème que peuvent avoir d'autres plongeurs. Et donc, si tu comprends pas les problèmes que peuvent avoir les autres, c'est difficile de les prévenir. Donc, c'est pour ça que les rescues sont des cours qui sont pas. C'est ce qu'on dit tout le temps, ce sont des cours qui sont pas agréables, mais c'est souvent les cours préférés une fois qu'ils sont finis, quoi. Et moi, les quelques cours que j'ai donnés, mes élèves avaient été très très contents, mais à la fin. Pendant le cours, c'est pas un cours agréable, quoi. Parce que je suis pas sympa, parce que on leur donne pas forcément le meilleur matériel, on donne des briefings un peu incomplets. Le but n'est pas de les mettre en danger, mais parce que je, je les garde à l'œil, mais le but c'est de les faire sortir de leur zone de confort et de voir comment ils vont réagir et s'ils vont être capables d'aider quelqu'un en difficulté tout en étant stressé, quoi. C'est pour ça que c'est un niveau un peu plus avancé, quoi. En fait, c'est même, D'accord. pour moi, c'est même le niveau que tu fais
Ouais, vers la fin, quand tu as 50, 60 plongées, quoi. C'est pas quelque chose que tu fais dès le début. OK. Bonsoir, Raza et Rui. Donc c'est la première fois, bienvenue. Salut, bonsoir. Donc juste que pour que tu saches aussi, donc là, ce soir, on va parler un petit peu des petits gestes, pour aider. Ça va faire, écho à la vidéo que j'ai postée, ce week-end. Et si tu as des questions, bah, hésite pas à les poser. Et on a aussi, le salon vocal où tu peux poser, des questions, poster des trucs si tu pas envie de me couper la parole pendant que je suis en train d'expliquer un truc, mais vous pouvez quand même utiliser le petit salon, écrit quoi, le petit chat, à droite. OK. Alors, je suppose donc du coup que vous avez tous vu la vidéo de ce week-end. Hem, Moi, je voudrais revenir sur cette vidéo parce que elle est assez symptomatique d'une réaction, d'un cadre relativement, correct, mais de petites erreurs qui ont été commises et qui auraient vraiment pu complètement changer la donne. Alors, la grave erreur de cette vidéo, c'est, évidemment quand le capitaine, saute du bateau pour aller, aider sans palme. Alors ça, c'est une erreur qui aurait pu être dramatique et qu'il ne faut jamais faire, mais c'est presque anecdotique parce qu'il y avait d'autres choses qui auraient pu être faites, bien plus tôt. Donc, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans la vidéo. Quand vous allez, vouloir assister quelqu'un, il faut vraiment, avoir un ordre, de réaction dans la tête et il faut pas tout de suite se jeter pour aider. Surtout tant que vous ne serez pas des plongeurs, très, très avancés, tant que vous n'aurez pas peut-être, des niveaux d'instructeur ou autre. Il faut toujours bien réfléchir avant de vouloir aider des gens parce que malheureusement, souvent, en voulant aider, on peut ajouter un problème. C'est pour ça qu'on a cet ordre, dans un premier temps, il faut se protéger soi-même avant d'agir. Ensuite, il faut alerter. Parce que c'est bien d'aller aider quelqu'un, mais si on se retrouve comme 2 clampins, bah, ça va pas forcément, solutionner la chose et ensuite seulement on peut lancer, une assistance, on peut en lancer l'aide. Mais, la pire chose qui puisse arriver lorsque l'on va vouloir, aider quelqu'un sur le terrain, ça va être, ben, de rajouter un problème, ça va être, de se mettre en danger et si vous vous mettez en danger, bah, peut-être qu'il y aura 2 personnes à secourir au lieu d'une et ça pose d'autres problèmes. J'ai une petite anecdote comme ça, qui est vraie, qui est vraie. C'était à Komodo. C'est un ami qui m'expliquait qu'il y avait un petit couple qui était, dans leur lune de miel et à Komodo, donc c'est en Indonésie, ce sont des archipels d'îles et c'est très bien les archipels d'îles parce que ça coupe les courants et donc ça permet de faire des plongées avec beaucoup de trucs qui passent. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a des courants et des îles, on peut avoir, ce qu'on appelle des ascenseurs. Ce sont des tubes qui descendent et qui vont vous aspirer. Et en soi, c'est pas dramatique, mais il faut faire attention, il faut les repérer à l'avance. Et durant cette lune de miel, donc, il y avait le petit couple, ils se sont pris, un ascenseur et ils ont commencé à être aspirés. Et le mari a très, très bien réagi. Selon vous, qu'est-ce que le mari a fait? Vous pouvez répondre. Quelle a été la bonne réaction du mari? Il a pris sa femme et il a essayé de la tirer du coup en arrière pour ne pas se faire prendre dans l'ascenseur. C'est une option. Quelle aurait pu être l'autre option du mari? S'agripper aux roches et aux coraux morts, entre guillemets. Eh ben en fait, ce qu'il a fait, s'il avait voulu aider sa copine alors qu'il avait qu'une quinzaine de plongées, bah mon pote aurait dû aller secourir 2 personnes. Et il aurait pas pu remonter 2 personnes. Moi, je peux pas remonter 2 personnes dans du courant. J'arrive à en remonter une. J'arrive péniblement à en stabiliser 2 et encore, mais c'est très difficile. Et s'il était allé aider sans pouvoir aider, sans avoir les compétences, sans être capable bah, justement d'amener quelque chose, eh ben il aurait mis sa femme encore plus en danger. Bon, après, il y avait une ambiance de merde sur le bateau, mais c'est un exemple assez intéressant dans le sens où parfois, à vouloir avant d'aider, avant d'agir,
il vaut mieux souvent se protéger soi-même. Et c'est ce qu'il avait dû faire. Donc, moi, c'est quelque chose que je vous recommande toujours, que je vous recommanderai toujours. Si vous voyez un incident, mettez-vous en sécurité et ensuite appelez de l'aide. Il n'y a rien de pire que de commencer un secours et d'être bloqué dedans et de ne pas pouvoir recevoir d'appui. Et justement, c'est ce qui s'était passé pour moi à l'époque en Australie, mais je vous en parlerai plus tard. Mais c'est justement parce qu'on avait eu une équipe qui avait réagi, alors, malgré les conditions, vite et bien, qu'on avait pu procéder au premier secours. Damien qui demande s'il y a des techniques pour se sortir soi-même d'un courant descendant. Oui, il y en a. Les courants descendants, ce sont, alors ça fera l'objet d'un live complet aussi, les courants descendants, enfin les types de courants, parce que j'ai quelques vidéos là-dessus. Mais le plus simple, c'est de faire de l'escalade. C'est de faire de l'escalade, ça consiste à tu t'accroches au corail. C'est mal de s'accrocher au corail, mais parfois il faut s'accrocher. Si ça t'intéresse, j'ai fait une analyse d'incident où tu as un groupe de plongeurs qui se retrouvent pris dans un courant descendant en Malaisie. Et les courants de ce type-là, ce ne sont pas des courants comme on va avoir en France ou en Europe avec des courants de marée. On va être vraiment sur des courants très localisés. Donc ça va être des zones de quelques mètres carrés. Généralement, on appelle ça des ascenseurs. Ça va être des tubes parce que l'eau ne se mélange pas. Donc on va avoir des tubes d'eau avec différentes températures ou différents taux de salinité. Et il suffit de sortir de ce tube pour rejoindre une zone sans courant. C'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on a les codes, déjà parce qu'on peut les voir à l'avance, notamment à travers les bulles, à travers les vies marines. Mais quand on n'a pas les codes, quand on ne sait pas comment faire, bah ça peut être compliqué. Et c'est en ça, encore une fois, que ce soit à la surface, sur un bateau, sous l'eau, ou même pour vous dans la vie, hein, si vous n'avez pas les compétences pour assister, je vous conseille de d'abord vous mettre en sécurité, appeler à l'aide et une fois qu'il commence à y avoir de l'aide, voyez si vous pouvez faire quelque chose. Mais il ne faut jamais se mettre en danger, même avec les meilleures intentions, parce que ça fait plus de personnes à assister ensuite, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir d'être envoyé sur un peu dans des conditions équivalentes à ce qu'on avait pu voir sur la vidéo de ce week-end, où on avait un petit groupe de snorkeleurs. Ils avaient déjà un guide et sur la grande barrière de corail, on a des sortes de plateaux et lorsqu'on a des marées qui bougent, et ben, au niveau de la marée montante, il y a l'eau qui va commencer à se lancer sur le plateau et donc sur toute la zone du plateau, on va avoir sur 20 centimètres un courant assez rude qui peut ou être montant ou être descendant et c'est des zones qui sont des situations assez désagréables et il s'est avéré que mon collègue avait été pris là-dedans et heureusement, on n'a pas eu trop de snorkeleurs qui ont été aspirés à l'intérieur de la zone de corail. Donc on a pu aller les sortir sans grande difficulté. Mais si on avait eu un tel qui veut aider un tel, qui veut aider un tel, qui veut aider un tel, et qu'on se retrouve avec 4 personnes ou 5 personnes au lieu de 2 à assister, ça peut être un peu plus compliqué. Vous voyez un peu là où je veux en venir? Enfin, si je suis assez clair. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Et du coup, Donc, pardon, excuse-moi, j'ai juste une petite question. L'histoire d'ascenseur, là. Tu sais, pour les baïnes, on dit qu'il faut se laisser porter par le courant. Là, dans ce cas-là, par contre, il faut pas se laisser porter par le courant descendant. On est d'accord? non, faut pas se laisser porter. Mais même sur les baillis, enfin, une baïne, oui, tu te laisses porter, mais tu te démerdes quand même pour te faire porter en diagonale, en fait. Ok. À partir du moment... Les courants, en général, faut pas se bagarrer de front sur un courant. Pour un courant descendant, là, c'est particulier parce que le souci, c'est que quand on est sur des topographies volcaniques, tu sais pas jusqu'où ça peut descendre. Ça peut descendre très, très profond et toi, tu as quand même une profondeur d'opération maximale. Donc ton gaz va devenir toxique à partir d'une certaine profondeur, donc tu peux pas non plus te permettre de faire n'importe quoi. Donc tu ne veux pas te battre frontalement, mais tu veux pas non plus tout lâcher, quoi. Quand t'es en surface et que t'es pris dans un courant, alors les baïnes c'est vraiment très particulier, mais je sais qu'en Indonésie souvent on a d'autres types de courants, c'est juste des courants dérivantes
on va pas se bagarrer de front sur le courant, on va prendre un angle pour arriver à un endroit tout en dérivant, quoi. Et dans un courant descendant, ça va être plus ou moins la même chose. Cependant, tu vas plus essayer de t'accrocher et de sortir de façon horizontale ou diagonale, ou on l'attaque pas de front, parce qu'un gros courant, un vrai gros courant, ça peut vraiment nous enlever notre masque, notre détendeur et tout. J'ai déjà expérimenté en Indonésie. Donc tu veux pas forcément taper ce courant-là de face, mais en diagonale, tu finiras par sortir. Ça prend quelques minutes. Ils sont pas si grands que ça, ces courants-là. Mais tu veux pas te laisser embarquer pour voir jusqu'où il peut t'emmener, parce qu'il peut t'emmener très loin. Vu qu'on est sur des topographies très profondes. Ok, merci. Mais encore une fois, ça c'est vraiment... euh, c'est du contexte. Ça peut changer en fonction des zones, et c'est pour ça que je vous avais parlé, j'avais dû vous en parler du briefing de plongée, ou en tout cas j'en ai fait un short. Ça fera l'objet d'une vidéo complète. Mais quand on reçoit un briefing, c'est très important de pouvoir se projeter sur les problèmes éventuels. Et c'est quelque chose qui est très important, justement, parce que quand on identifie les petits problèmes éventuels, ça nous permet ensuite de voir quel type de petits gestes on pourra être amené à faire. En parlant de petits gestes, justement, pour revenir sur la vidéo que j'ai postée samedi dernier, euh, pour moi, la petite bêtise qui a été faite et qui est vraiment dommage et qui aurait pu être dommageable, et c'est quelque chose peut-être que vous ne savez pas, lorsque vous avez un plongeur ou un apnéiste ou quelqu'un qui a un masque complet sur le visage, euh, s'il y a une perte de connaissance ou une syncope ou un problème respiratoire, il faut tout de suite enlever le masque. C'est vraiment très important d'enlever le masque, et éventuellement, sans commencer par un bouche à bouche, de souffler au niveau des narines et au niveau de la bouche. Euh, c'est c'est vraiment dommage que cette personne n'ait pas fait ça, parce que ça aurait très probablement réveillé notre apnéiste malheureux. C'est un réflexe respiratoire que l'on va avoir, et ça permet de rappeler au cerveau qu'il y a à nouveau de l'air. Ce qui peut se passer, c'est que le cerveau, ploum, va se mettre en mode sécurité, et il coupe le contact. Mais vous, juste en soufflant, même pas obligé de faire du bouche à bouche, juste en soufflant vigoureusement, il va sentir l'air, et normalement ça relance la machine. Donc quand vous voyez ça, et un jour vous avez même quelqu'un qui est amené au bord de l'eau, s'il a toujours son masque ou quelque chose comme ça, il faut enlever tout ce qui peut obstruer les voies respiratoires. Et ça a été la première petite erreur qui a été faite. Est-ce que vous l'aviez relevé quand vous avez vu la vidéo? Pas du tout. J'ai- Sans que tu le précises, non. J'étais pas Ouais, sûr, mais j'avais je vu pense. ça. Tu l'avais vu toi, Chloé? Ouais. Donc dans les petits gestes, celui-là est très important. Ensuite, ça j'en ai évidemment parlé, à partir du moment où vous allez aider quelqu'un, il faut appeler à l'aide, et il faut se débarrasser de tout le matériel inutile. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais balancer le matériel. À ce moment-là, le plus important, c'est pas les 100, 200 ou 1000 euros que vaut telle ou telle pièce d'équipement, c'est vraiment balancer tout le matériel. Euh, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment surpris justement dans cette vidéo, c'est le fait alors, je comprends que tu n'as pas envie de balancer ton fusil à harpon, parce que c'est vraiment des très gros fusils à harpon, mais faut bien se rendre compte que dans le doute, faut toujours, dans le doute, mieux vaut surréagir. Je vous en reparler quand je vous parlerai de mon histoire, mais dans le doute, mieux vaut surréagir, parce que si, admettons que la chose a été fatale, les gars, ils s'en seraient voulu toute leur vie, quoi, d'avoir sauvé le fusil de harpon. Et ce qui est malheureux dans les accidents sous-marins, dans les accidents de noyade surtout, c'est que ça se joue à quelques minutes, quoi, à quelques secondes même. Ça peut se jouer à 15-20 secondes au niveau du cerveau, 10 secondes de plus ou 10 secondes de moins sans oxygène, ça fait une grosse différence. Donc, n'hésitez jamais à
balancer absolument tout le matériel. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas vu dans la vidéo et que l'on m'a signifié en commentaire. Ça, je suis toujours très content de lire les commentaires et vous-même, quand vous voyez les vidéos, n'hésitez jamais à poster des questions, des commentaires ou des retours. C'est vrai que eux, ils n'avaient pas de bouée ou d'outil de flottaison de surface. Et vous, quand vous irez vous-même faire du snorkeling, ce genre de choses, n'hésitez jamais à prendre même une SMB que vous pouvez gonfler. Bouée, ça a rien de nul en fait. Ou même un gilet, pas forcément sur vous, mais avoir un outil de flottaison. Encore une fois, quand je vais vous parler de mon affaire, euh, mon ami n'avait aucun outil de flottaison et bah, ça aurait pu faire la différence, quoi. Et là, en l'occurrence, pour la chasse, non seulement avoir une petite bouée, ça permet de marquer sa position, mais en cas de problème, bah, ça permet aussi de s'accrocher à quelque chose. Quand j'ai fait des sessions d'apnée avec des requins et des hommes, pour filmer le requin, le requin taupe, cette vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui sortira, je vous assure, on avait justement un truc de flottaison, une petite bouée d'apnée à la surface qui peut supporter le poids d'un homme. Donc c'est important d'avoir ces petits accessoires sur lesquels s'accrocher, quoi. Et vous, en tant que plongeur, n'oubliez jamais que votre gilet stabilisateur, eh ben c'est ni plus ni moins qu'un gros gilet de sauvetage, hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore le rescue, euh, rappelez-vous bien, à partir du moment où vous arrivez à la surface, le plus important, ça va être de flotter. Et le jour où vous voulez aider quelqu'un, peut-être à la surface, qui a un problème, pensez bien d'abord, vous, à vous mettre en sécurité et vous protéger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la plongée? Bah, la surface, ça veut dire de flotter. Donc, vous allez vouloir flotter par tous les moyens et vous allez vouloir appeler à l'aide. Et ensuite, s'il faut aider cette personne, bah, vous allez essayer de faire en sorte qu'il ou elle flotte, si ça vous met pas en danger. Ça vous est déjà arrivé d'observer quelqu'un en difficulté à la surface? Alors, on va commencer par Chloé. Comme ça, moi, j'ai tous les noms et je fais au fur et à mesure. Chloé, t'as déjà vu une situation de stress à la surface? Ouais, mais c'était un baptême. Et le gars, c'était une personne qui savait pas très bien nager. Et en fait, il a pas réussi à mettre la tête sous l'eau. Donc, juste, ils ont annulé, quoi. Mais il était très, 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 très stressé. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est plus du C'est, stress en voilà. baptême. C'est Et c'est le ça, seul truc. ça. D'accord, ça arrive. T'inquiète pas, Damien. Je pense pas que c'est ce qui va t'arriver. Honnêtement, c'est très très rare durant les baptêmes d'avoir des gens qui aiment pas ça. Et souvent, en fait, c'est juste qu'il faut passer un peu plus de temps en piscine pour appréhender le matériel. Ouais, j'espère que ce sera pas, Et oui. toi? Non, 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 t'inquiète pas. Au début, c'est assez surprenant justement de respirer dans un détendeur, mais au bout de deux, trois respirations, tu te rends compte que ça marche bien. Mathéo, toi, tu en as déjà vu ou pas? Non, je touche du bois pour l'instant, j'en ai pas trop vu. Très bien. Olivier? Non, non, pas de problème en surface comme ça, pas de difficulté. Bah, super. Paul? Bah, rien de plus grave que ce qu'a décrit Chloé, c'était pour un niveau 1, quelqu'un qui avait un peu trop. En fait, quand on était descendu du bateau, on était descendu un peu trop loin de la ligne, il y avait un peu de courant. Du coup, il avait fallu battre des palmes jusqu'à la ligne. La personne s'était un peu fatiguée. Et donc, du coup, au moment de descendre, elle avait pas assez pris le temps de reprendre son souffle. Et donc, du coup, elle s'est sentie comprimée, stressée. Et au moment de mettre la tête sous l'eau, elle a senti que c'était pas possible. Elle a commencé pas à paniquer, mais voilà, vraiment stresser fort. Et donc du coup, on avait dû, patienter, l'aider à se calmer et vu qu'on n'avait pas encore trop respiré, dans les bouteilles, elle avait réussi à pouvoir re-respirer normalement, quoi. Parce que ça, c'était le truc qui m'avait un peu surpris au tout début et j'aimerais bien avoir ton retour dessus. Et c'était la question que, lorsque tu es essoufflé en plongée, c'est quasiment impossible de retrouver ton souffle. C'est quelque chose que tu confirmes ou en tout cas pour des débutants, mais ou non, pas vraiment? Non, c'est pas quelque chose que je confirme, au contraire. Mais l- bah, c'est une excellente question.
L'essoufflement, en fait, il faut comprendre ce qui crée l'essoufflement. À partir du moment où tu comprends ce qui crée l'essoufflement, physiologiquement, bah, ça te permet d'en récupérer assez facilement. C'est assez simple de récupérer d'un essoufflement, il faut juste bien comprendre la mécanique. Ce qui crée le réflexe de respiration, c'est pas un manque d'oxygène. En fait, on manque très rarement d'oxygène. C'est lorsque l'on atteint un certain niveau de CO2 dans nos poumons. C'est ça qui crée le réflexe respiratoire. Dans notre corps, on a donc nos poumons, qui sont les endroits qui vont récupérer les gaz et qui vont envoyer de l'oxygène dans notre corps. Mais on a d'autres zones avec des gaz qui ne servent à rien. On va avoir la bouche, on va avoir la dernière fois, j'avais dit oesophage, je m'étais fait engueuler notre gorge, La trachée. Craché. pour envoyer, voilà, la trachée. On me dit œsophage, gna gna. Oui, c'est pas l'œsophage, donc ça fait péter si tu respires par là. Et en plus, en plongée, on va avoir le détendeur. Le détendeur en lui-même, c'est aussi une zone d'air morte. Et si on a un tuba, bah, le tuba, c'est aussi une zone d'air morte. Et si on appelle ça the dead air space, donc une zone d'air morte, ça veut dire que c'est une zone où l'air ne va servir à rien. Et le propre de l'essoufflement, ça va être de respirer vite. Mais quand tu respires vite, généralement, tu respires court. Et si je fais un dessin tout bête de mon corps, je vais avoir cet espace-là d'air, cette colonne d'air qui ne sert à rien. Et si je respire très vite, je fais tout ce qu'il y a en dessous, bah finalement, ça ne sort jamais. Et donc, je vais respirer en boucle ce même air. Et je respire en boucle le même air, je respire en boucle le même air, je respire en boucle le même air. Au bout d'un moment, j'ai un tel niveau de CO2 qui s'accumule dans mes poumons que je me mets à hyperventiler comme une brute et j'ai cette sensation de manquer d'air. Alors que je respire, je respire, je respire. Vous comprenez la logique? Ouais. Parce qu'on n'a pas ventilé tout le poumon. Donc, dans une situation que ce soit à la surface ou sous l'eau, tu peux très très bien récupérer d'un essoufflement sous l'eau. Là, je parle en circuit ouvert, je parle pas en recycleur. En recycleur, c'est encore autre chose. En circuit ouvert, donc avec les bulles, tu peux très bien récupérer d'un essoufflement. Ce qu'il faut, par contre, c'est s'arrêter et faire des grosses ventilations pour bien nettoyer, entre guillemets, pour bien sortir le maximum de CO2 pour remettre du gaz avec 21% d'oxygène et 70%, 80% d'azote. Donc ça va être du... vraiment très longue et il faut vraiment sentir l'air. En plus, il y a quelque chose de très psychologique quand on va vraiment respirer à fond avec nos poumons. On va avoir la sensation d'avoir une sorte d'air frais, entre guillemets, dans les poumons. C'est quelque chose qui relaxe. Et juste en quelques minutes et en quelques longues respirations, on va pouvoir bien tout ventiler et ça repartira comme avant l'essoufflement. Donc, il y a deux choses. Vous, si vous sentez que vous commencez à être essoufflé, eh ben, il faut se protéger. Pour se protéger, il faut déjà signaler qu'il y a un problème. Et l'essoufflement, le signe pour essoufflement, ça va être problème et respirer. Alors ça peut être compris comme partager l'air, mais pour le signe d'essoufflement, moi généralement je vais mettre un signe un peu comme ça. Et la chose, ça va être de ralentir, de slowing down. Donc, relax. Et tous les instructeurs comprendront. Et l'idée, c'est que ta palanquée, ton groupe, ralentisse un peu. Quand on est pris dans du courant sous l'eau, on peut aller se cacher quelque part. Ou bien, en théorie, quand on est dans un courant sous l'eau, on fait ce qu'on appelle une plongée dérivante. Et donc, on n'a pas vraiment à être essoufflé. Généralement, tu vas t'essouffler quand tu veux voir une tortue et qu'il faut se bagarrer contre le courant pour filmer la tortue. Et puis après, t'es fatigué, t'es essoufflé et t'arrives plus à palmer. Et à la surface, c'est très 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 courant. Si vous avez votre propre bateau, je vous conseille de toujours avoir une ligne, avec une ligne et une bouée d'au moins 20-30 mètres, un boot de 30 mètres avec une bouée. Comme ça, vous la balancez à l'arrière de votre bateau. Et même s'il y a des gens qui ratent le bateau, ou même vous, si vous plantez à votre tour, vous tenez votre ligne. Et même si vous êtes très fatigué, à partir du moment où tu t'accroches à une ligne, tu peux ventiler et tu vas pouvoir remettre le corps dans un bon état, quoi. Donc non, l'essoufflement, oui, c'est un problème, mais non, ça ne signifie pas la fin d'une plongée. On peut s'en remettre. Il suffit juste de
respirer un peu plus profondément et de s'arrêter un moment. Par contre, si ça vous arrive, il faut bien penser à se signaler, à signaler le problème. Et ça, c'est un point dans les petits gestes qui vont faire la différence. Et ben, il y a aussi tout simplement le fait de signaler un problème avant qu'il arrive, quoi. C'est quelque chose dont je parlais justement dans BWRAF, dans les vérifications de sécurité. Les petits gestes, c'est aussi éviter les problèmes. Donc, remarquer quand il y a du stress, remarquer quand le matériel n'est pas connu, remarquer quand il y a des principes élémentaires qui ne sont pas compris. Euh, Ça peut justement éviter des problèmes. Est-ce que Ok, j'ai merci pour répondu le à ta retour. question, Paul? Ouais, parfaitement. Je t'en prie. Effectivement, par expérience personnelle, je m'étais rendu compte qu'en en respirant bien calmement, ça aidait beaucoup. Mais, j'avais retenu ça, mais c'était, de ma deuxième plongée, quoi. On m'avait dit ça, donc c'était Mhm. peut-être adressé aux débutants, en l'occurrence, qui ont pas trop l'habitude des D'ailleurs, sensations, je sais pas. ça marche pour tout, hein. C'est pas que réservé à la plongée. S'il y a des gens qui sont. Moi, je sais que j'ai eu. Alors, bon, c'est mon live Discord privé, donc je peux vous parler de ma vie. J'avais été hospitalisé il y a longtemps en Bolivie, dans une clinique un peu paumée. Et je m'étais retrouvé dans une pièce avec de la lumière néon toute la journée, même la nuit. Ça m'avait fait vriller le cerveau. Et j'avais eu, pour la seule et la première fois de ma vie, je suppose, des sortes de crises de panique ou de crises tétaniques où je n'arrivais plus à contrôler ma respiration. Et le fait de refaire des longues respirations et des longues inspirations pour ressentir mon corps, ressentir le gaz qui revenait, etc., bah, ça me permettait de sortir de cet état de presque de suffocation où tu as l'impression de manquer d'air. Donc, ce qui marche pour la plongée, ça peut aussi marcher dans des situations de stress de la vie courante, quoi. Partir d'un essoufflement sportif, c'est des longues respirations pour bien ventiler les poumons. Et toi, Potis, est-ce que tu as déjà connu des situations problématiques à la surface? Non, pas du tout. Pas encore? Bon, remarque, on est encore au début. Ouais. Mais en tout cas, tout ça, ça arrive quand même assez rarement. Mais je préfère vous en parler comme ça. Vous vous dites, ah, il y a un problème déjà. Moi, avant de faire quoi que ce soit, je me protège. Ok, là, je suis bien. Donc maintenant, j'alerte. Ok, est-ce que je peux aider? Peut-être que je peux pas aider. Si je peux pas aider, ben, je regarde comment les autres aident. Comme ça, j'apprends quelque chose, hein. Il y a pas de honte à ne pas pouvoir aider. Vous inquiétez pas. Et toi, Razaïroui, je sais pas si tu plonges du coup. Ouais, bah du coup je suis dive master et j'ai pas eu de situation non plus de grosse urgence perso à la surface, mais j'ai déjà eu pas mal de gens notamment qui mal de mer à la surface et qui se mettent à vomir. Ça arrive assez souvent parce que les gens s'attardent. Il y a beaucoup de plongeurs s'attardent très facilement à la surface et peuvent choper assez facilement le mal de mer. Et après aussi des situations, vu que je suis aussi, enfin quasiment instructeur d'apnée. Donc j'ai eu aussi des petites situations d'hypoxie avec certaines personnes à côté de moi. Et même moi-même, j'ai déjà eu un blackout. Donc voilà. Dans l'eau ou en entraînement en piscine? Euh, Personnellement, pour mon blackout, c'était en piscine profonde, en fosse. Ah, c'était où? La fosse de Chartres. Ok. Ah ouais, c'est super intéressant. Super intéressant. Bah, pour le coup, peut-être que tu peux nous donner ton avis d'apnéiste sur la vidéo. Tu as pu voir la vidéo de ce week-end? Ouais, ouais, je l'ai vu. Très frustrante. C'est C'est toujours très frustrant, ouais, ouais. ouais. Mais ce qui a été le plus frustrant, plus que les erreurs, c'est que la personne. J'avais l'impression en fait que la personne ne réalisait pas l'urgence de la situation. Genre, tout est très lent. Et alors que, enfin, ça se voit dès le début de la vidéo, on peut voir que la personne, elle commence à avoir une technique un peu pourrie. Elle commence à bouger des mains, elle lâche des grosses bulles d'air. À partir de là, il n'y a pas de palmer calmement vers la personne, c'est tu te précipites vers la personne.
Et ouais, après tu as dit un peu tout, hein. Le masque. Le plus important, c'est les voies aériennes hors de l'eau. Parce que si les voies aériennes sont hors de l'eau, il peut pas se noyer la personne. Elle va reprendre conscience au bout d'un moment et du coup, t'évites le pire. Et l'ensemble, mais Mhm. à la surface, faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre par la bouche ou par le nez. Pourquoi? Parce que si on a une toute petite quantité de liquide, hein, même une cuillère à café de liquide qui va se mettre dans la trachée, si vous avez perdu connaissance, le cerveau lui peut se mettre encore plus en mode verrouillage et verrouiller toute la trachée par un réflexe nerveux. Et là, ça devient compliqué. Donc oui, il faut enlever le masque rapidement. C'est le paradoxe. Oui, il faut enlever le masque rapidement pour souffler sur le visage. Mais faut bien garder la tête hors de l'eau. Et justement, on garde plus facilement une tête hors de l'eau quand on a largué le fusil de chasse, les plombs ou toutes les autres conneries qui servent à rien, quoi. Donc c'est assez important. Ok, bah je te remercie. Si tu vois d'autres trucs justement sur ton expérience à toi, Raza et Rui, moi ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça nous intéresse tous. D'autres choses à ajouter peut-être? Après, du coup, t'avais aussi mentionné un moment, je crois, dans la vidéo, le lestage. Et Mhm. ça, au final, j'en avais parlé avec un de mes amis là ici qui est chasseur. Et il m'avait mentionné le fait que oui, des fois en chasse, les apnéistes sont sur lesté. Perso, je fais pas de chasse, donc j'étais pas trop au courant. Mais si par exemple tu chasses dans une profondeur de 5-10 mètres, t'as envie d'être neutre à cette profondeur-là, donc tu vas te surlester au final. Mais ouais. Mais là, pour le coup, dans la vidéo, en plus, ils étaient en train de faire de l'apnée dans le bleu. Donc il y avait pas, il y a même pas, il y avait même pas cette excuse-là. Ils avaient pas l'air de faire de l'apnée à 5-10 mètres, quoi. Moi, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, quand je faisais de l'apnée en Bretagne, donc avec une combinaison de 7 mm plus toutes mes conneries que je mets en dessous, pour jouer la sécurité, parce que je savais que j'allais être avec ma caméra et que j'allais être taquin, euh, j'avais 4 kilos. Donc en fait, avec 4 kilos, même à 10 mètres de fond, je restais positif. Alors j'allais remonter lentement, mais j'allais remonter. Et à la surface, j'étais très positif, quoi. Donc c'est des choix. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Melvac. Il était venu avec moi ce jour-là pour qu'on fasse des images ensemble. Et vu que je connaissais pas son niveau, je l'avais clairement pas donné assez de poids. Et il avait beaucoup de mal à descendre. Mais moi, j'avais vraiment la trouille qui descende trop et toutes nos angoisses parce que euh, je m'étais dit, on va aller voir un requin. On va faire des vidéos avec une caméra. Et je connais pas son niveau. Donc pour moi, il y avait dans ma logique, il y avait 3 problèmes potentiels et donc j'ai essayé d'éliminer au fur et à mesure. Donc j'en ai éliminé déjà un, c'était le fait de flotter, que ce soit pour moi ou pour lui, parce que je savais que la caméra, ça allait forcément me déconcentrer et je savais que de croiser un requin, ça allait aussi forcément me déconcentrer. Donc ça, c'est un conseil un peu plus large, mais qui s'adapte plutôt bien à la plongée ou à l'apnée. Il y a, et c'est ce qu'on va voir aussi après, il y a la, l'entraînement, ce que vous savez faire dans un cadre, mais il y a tous les autres éléments qui peuvent arriver et qui peuvent devenir des sources de problèmes. Moi, j'ai toujours tendance à... C'est un copain qui faisait de l'aéronautique, il était pilote d'avion, il m'expliquait que au niveau des avions, tu pouvais avoir un problème, mais si tu avais 2 problèmes et que tu pouvais pas solutionner un de ces 2 problèmes, bah, ça voulait dire qu'il fallait se poser, que c'était fini. Et c'est quelque chose que j'essaye, moi, d'appliquer en plongée. C'est identifier les problèmes, identifier les hasards potentiels et ne pas les accumuler. Et là, en l'occurrence, pour cette expérience, quand j'avais prévu de faire de l'apnée avec les requins, et ben, c'était très important pour moi d'être positif et de savoir que les gens autour de moi étaient positifs. Comme ça, je pouvais placer plus de concentration sur d'autres éléments. Donc, j'avais enlevé un hasard. Alors oui, j'aurais pu descendre plus facilement et rester plus longtemps avec plus de poids parce que ça m'aurait demandé moins d'efforts pour descendre.
mais ça aurait aussi voulu dire que les petites erreurs que j'ai faites, c'est durant les tournages de rester un peu trop profond et de remonter limite. Si j'avais été plus lourd, ça aurait pu être une source de danger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours ce que vous savez faire versus le contexte et l'environnement, quoi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, moi, de ma propre expérience, parce que ben, là, dans cette vidéo, les erreurs qui ont été faites, ouais, c'était, je ne vais pas me répéter, mais l'ouverture des voies aériennes, larguer le matériel et mettre la dans le bateau le plus vite. Et d'une façon générale, quand vous serez confronté à ce genre de situation dans l'eau, l'ordre logique, c'est de ne pas se mettre en danger, mais ensuite, ça va être de se démerder pour que l'aide arrive le plus vite possible et pour que la personne soit au sec le plus vite possible. Euh, de mon expérience, je suis pas un gros fan des cours qui t'entraînent à faire le bouche à bouche dans l'eau. Personnellement, j'y crois pas. C'est quelque chose que tu peux faire en piscine, en théorie en piscine, mais dès que tu es dans des conditions océaniques, il y a des vagues, ça bouge, c'est le bordel. J'aurais toujours tendance à conseiller de garder les voies aériennes en contrôle et de balancer le matériel le plus vite possible pour aller le plus vite possible sur un bateau au sec et mettre la personne sous oxygène. Avant de trop vous parler de mon histoire à moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer sur le blog, un blog français, sur les groupes de PFAM, plongeurs francophones, euh, qui expliquait que elle avait eu une maladie de décompression et qu'elle n'avait pas pensé que ça puisse être ça. N'hésitez jamais à parler d'incident de décompression, ou de maladie de décompression ou de problème, et n'ayez jamais honte de demander à être sous oxygène. Dans beaucoup de situations, le fait d'être sous oxygène rapidement, eh ben, ça va faire disparaître les problèmes liés à l'azote. On n'a pas forcément besoin d'aller en caisson. Par contre, si tu laisses traîner un truc pendant une semaine, ouais, tu vas te taper du caisson. Quand j'étais au Portugal, je me suis mis sous oxygène une fois en fin de journée parce que j'avais des picotements au bout des doigts et moi je travaillais, je faisais 4 plongées par jour et donc j'ai tout de suite, il n'y avait pas de honte et tout de suite sous oxygène et j'ai eu des copains qui ont eu des incidents de décompression et c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse est-ce que l'oxygène va avoir un effet. Évidemment, vous, si ça vous arrive, ça veut dire plus de plongée pendant quelques jours, mais n'hésitez jamais, jamais, jamais à demander de l'oxygène, ça ne vous fera jamais de mal. Euh, et en plus, en fonction des endroits sur le monde, il y a des deals particuliers avec les assurances où l'oxygène n'est même pas facturé, ça dépend des groupes d'assurance. Donc, n'hésitez pas, ça fait partie des trucs qui peuvent faire la différence. Dans les autres points, quand vous allez plonger, dans les petits gestes, ça peut être d'être bien bien hydraté. Ça, c'est très important. Même avant d'avoir les problèmes de maladies, de décompression, ce genre de choses, juste le fait d'être bien hydraté, ça vous évite les crampes. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a tendance à minimiser. Mais que moi je minimise. En fait, c'est des courbes assez rigolotes. On minimise ça beaucoup plus au début parce qu'on pense que ça va bien se passer. Et plus on vieillit, moins on arrête de les minimiser. Je voyais ça avec des copains très expérimentés qui buvaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et alors que des instructeurs plus jeunes, pour le coup, disaient qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de problème. N'ayez jamais honte d'être un peu hypochondriaque. Et encore une fois, l'oxygène, c'est pas une honte. Si vous avez un problème, si vous avez des sensations bizarres, si vous avez le doute, vous demandez et vous dites, écoute, moi je suis une chaîne sur YouTube, c'est un instructeur, il fait des lives, il explique que dans le doute, prends un peu d'oxygène, ça te fera pas de mal. Et quand bien même il te le facture 20, 30, 40 ou 50 balles la bouteille, dans le doute, c'est 50 € très très bien investis. Parce que le,
cette problématique-là, c'est de sortir la personne la plus vite de l'eau pour la foutre sous oxygène la plus vite possible, le plus vite possible. Pas forcément commencer un processus de réanimation, mais en tout cas, oxygène tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est notre cerveau qui est le plus gros consommateur d'oxygène et c'est notre cerveau qui va être le plus vite impacté par un manque d'oxygène. Donc, une perte de connaissance, poum, tu mets sous oxygène le plus vite possible. Donc voilà, c'est les petits conseils. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Et après, je vais vous parler, moi, de mon expérience sur le terrain malheureuse. J'ai une question. C'est quoi le Bien sûr. caisson? Le caisson, le caisson, c'est une chambre hyperbarique. C'est un outil où tu vas rentrer, c'est une pièce où tu vas rentrer et on va te recomprimer sans eau à la pression où tu as eu un problème pour te permettre de faire une fausse remontée beaucoup plus lente et de te donner plusieurs paliers. Et ensuite, à partir d'un certain niveau de pression, on va te faire respirer directement dans le caisson de l'oxygène pur pendant une certaine durée qui va te permettre de nettoyer ton corps de tout l'azote résiduel. C'est quelque chose que l'on va mettre en place lorsque ton accumulation d'azote durant les plongées a créé un problème au niveau de ton corps, qu'il y a eu peut-être des sensations étranges, des rash, ce sont des maladies de décompression. Donc ça, c'est dû à l'accumulation d'azote. Et pour traiter ça, c'est très simple, il faut être recomprimé. Donc pour permettre aux gaz qui sont en excès d'être à nouveau comprimés pour donner le temps à ton corps d'éliminer tous ces gaz. Comment est-ce qu'on élimine ces gaz? Majoritairement juste en respirant. Ils sortent naturellement par nos poumons ou bien quand ils sont recomprimés dans l'eau en allant aux toilettes. Mais c'est principalement par la respiration que ça se passe. Je ne sais pas combien de pourcents, mais ils sont majoritairement par la respiration. Et donc, la chambre, c'est le traitement premier aux maladies de décompression. Mais avant la chambre, il y a justement le fait d'être sous oxygène et généralement le fait de respirer de l'oxygène pur va permettre à ton corps de se concentrer uniquement sur le nettoyage entre guillemets de l'azote. En fait, c'est assez logique à comprendre. L'air que tu respires, il y a 80% d'azote et 20% d'oxygène. Toi, si tu as déjà trop d'azote dans ton corps à cause de la plongée, si tu respires à la surface, tu continues de quand même envoyer 80% d'azote. Donc oui, ton corps va continuer d'éliminer son azote, l'azote résiduel dans les tissus, mais toi, tu respires, donc tu en rajoutes toujours un peu quand même. Donc ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs heures, en l'occurrence 48 si tu vas être complètement nettoyé. Mais si tu prends de l'oxygène pur, là, c'est différent. Tu rajoutes plus du tout d'azote, tu respires que de l'oxygène, donc ton corps, lui, il va éliminer uniquement l'azote résiduel. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on utilise toujours en préventif dans le doute, parce que ça peut éventuellement nous faire gagner ou du temps de déco ou nous éviter un problème. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise ça après dans les caissons ou dans les traitements. Est-ce que c'est clair? Ok, ouais, super, merci. Bon, mais c'est des niveaux avancés, tu vois. T'es encore. Alors, Chloé, je sais que tu as fait des recherches justement sur la médecine hyperbare. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là? C'est quoi ce lien? Non, c'est rien, c'est juste un article qui parle de la médecine hyperbare et une photo de caisson. J'illustre tes Super. propos, tu vois. Ouais, comme ça, je vois à quoi ça ressemble. Parfait. Alors ça dépend, hein. Quand tu regardes les vieux documentaires de Cousteau, ça ressemble en fait à un gros tube avec un petit hublot. Et tu peux manger des langoustes en étant assis dessus avec ton marin dedans qui fait c'est de la langouste. Est-ce qu'il y a de la TNT? Non. Oh. Non, mais il y a de l'oxygène pur, donc normalement, si tu fumes une clope dans ton caisson, ça fait. On est en train de battre des records, hein. 56 minutes pour Cousteau là. Mais j'ai fait des vidéos dans des caissons hyperbares. J'avais même voulu me faire recomprimer une fois pour vous parler avec la voix. Parce que la densité de l'air à cause de la pression fait que ça a un effet sur tes cordes vocales et ça te fait parler comme si t'avais comme si tu parlais dans des l'hélium. Et c'est à cause de la densité de l'air qui est supérieure. Donc tu vois un peu à quoi ça ressemble, Petit? Ouais, c'est bon. Bon, merci Chloé. Et
Alors ça, c'est des grosses, hein, la plupart du temps, elles sont beaucoup plus petites. En Indonésie, elles ressemblent pas, elles sont moins belles, hein. C'est pas exactement comme ça, mais ça marche. Les plus petites, c'est pour 2 personnes. Normalement, t'as pas de chambre hyperbarique juste pour une personne parce qu'il faut toujours une deuxième personne pour monitorer en cas de problème, quoi. Mais d'ailleurs, c'est toujours rigolo quand t'es d'astreinte de caisson et que tu te retrouves bloqué dans un caisson avec quelqu'un pendant 6 heures parce que t'étais d'astreinte et c'est tombé sur toi, il y a quelqu'un qui a fait une bêtise. Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à des copains, ils étaient pas contents. Ils étaient pas contents. C'est chiant, quoi. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de mon histoire à moi. Mon histoire qui est assez triste et assez révélatrice euh, d'un des problèmes qu'on voit justement dans la vidéo que j'ai montré ce week-end. Quand je travaillais en Australie, à Lizard Island, sur la vidéo justement sur l'île dont je vous avais parlé durant tout le live sur Lizard Island, il y avait une baie où moi j'aimais beaucoup aller nager régulièrement. Et, euh, et moi j'étais bon nageur, donc il y avait pas de problème particulier, mais c'était des promenades d'une bonne heure de nage, tranquille ou pilou. C'était ma petite routine. Et j'avais des copains qui me voyaient, qui m'ont vu plein de fois faire ça. Et il s'avère que ben, certaines personnes se rendent pas forcément compte du danger que représente l'eau et de la vitesse à laquelle on peut se noyer. Alors, je vais pas faire durer le suspense entre guillemets. Malheureusement, mon pote est décédé. Il est décédé et ce qui est malheureux, c'est qu'il est décédé à quelques, je dirais une cinquantaine de mètres ce jour-là de l'endroit où je travaillais et je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu d'alerte de déclencher. Donc l'endroit où il est décédé, c'était sur une des baies de Lizard Island. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer quand même sur la map. Et donc il était allé, c'était un ami taïwanais. Il était allé avec un autre taïwanais du coup, nager au niveau de la sortie de la mangrove. Je vais vous montrer ça. Et ils ont été pris dans un très 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 léger courant, mais vraiment très très léger. Et ce qui s'est passé, et j'en ai beaucoup voulu à Lizard Island pour ça, c'est qu'ils ont, c'est que sur les deux, il y en a un qui est revenu et il a mis beaucoup de temps avant de donner le signal d'alarme. Attendez, dès que j'ai la carte qui se branche, je vous montre. Et au lieu de lancer l'alarme auprès des personnes compétentes, qui s'avéraient être moi et les collègues, et on avait un dive shop à un endroit, et moi à ce moment-là, ce qui était terrible, c'est que je revenais de la journée de plongée et j'étais sur un bateau. J'étais sur un bateau à 100 mètres en train d'installer une ligne de mouillage. Et on a vu sur le bateau des membres d'équipes de nettoyage ou de restauration qui faisaient des trucs bizarres sur le kayak. Et on s'est fait la remarque, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces cons-là avec debout sur des kayaks? Eh ben, il s'avère que ces cons-là, ils étaient en train de chercher une personne. On savait pas où il était passé. Et c'est là où c'était très triste, c'est que j'étais littéralement à une soixantaine de mètres, même peut-être une centaine de mètres d'eux en bateau. Dès que la carte arrive, je vous montre. Mais vu qu'on n'avait eu aucun signal d'alarme, nous on pouvait pas savoir et on n'allait pas déplacer un bateau de 30 mètres à peu près sans raison. Mais par contre, évidemment, dès l'instant où on aurait eu à la radio ou un signe de la plage qui faisait dire il y a peut-être un problème, on serait allé voir tout de suite avec un Zodiac et les choses auraient pu être différentes. Je vous montre rapidement une map de l'île pour que vous puissiez visualiser un petit peu la chose. Donc ici,
Nous avons l'île. Vous voyez tous la carte? Ouais. Ouais. Donc, ici, on avait le Beach Club, donc l'endroit avec tout le matériel de plongée. Là, c'était la zone où le staff, où les travailleurs, travailleuses venaient se reposer, se divertir. Et là, c'était les plages réservées. Et ça, c'était la Coconut Beach. C'était une plage ouverte à peu près n'importe qui. Et moi, ce que je me faisais, c'est que je me faisais tuc 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 ça les week-ends pour me défouler. Ah, c'est une petite île, hein, donc au bout d'un moment, une fois que t'as grimpé 4 fois Kuxlouk, t'en as marre. Donc tu te fais des brasses avec des requins. Et l'endroit où mon ami malheureusement s'est noyé, c'est dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la sortie de mangrove et donc on a vraiment un courant infime, donc c'est dramatique. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que il s'est noyé avec des palmes et un tuba. Il faut bien se rendre compte que il avait pas de plomb. Faut bien se rendre compte que avec l'eau et la panique, les choses peuvent arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Moi, ça nous avait tous marqué pendant longtemps. Je pensais pas qu'on pouvait se noyer avec des palmes et un tuba. Et en fait, si, malheureusement, si. Et le drame, c'est que nous, notre bateau, il est au mouillage ici. Et moi, quand je suis revenu, donc je revenais de ma journée de plongée où on va plonger à cet endroit-là. Et donc on plongeait ici sur le récif extérieur. Et donc le bateau il revenait comme ça. Toc 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 toc. Et si ça se trouve, c'est même le bateau en l'occurrence. Je crois que c'est notre bateau. Et notre bateau revenait toujours comme ça. Ici, pour aller se mouiller là. Et il était mouillé là. Et malheureusement, le staff, les workers qui étaient à cet endroit-là, n'ont pas donné de signal d'alarme. Ils ont eu quelqu'un qui est revenu et il a dit je sais pas où est Johnson. Comment ça, tu sais pas où est Johnson? Je sais pas où est Johnson. Et à ce moment-là, plutôt que d'appeler à l'aide, ça aurait été très simple, hein, là, en courant, il y en avait pour moins d'une minute. En hurlant à nous qui étaient ici, il y en avait pour moins de 10 secondes. On envoyait un bateau, on avait une radio, on pouvait envoyer un bateau depuis ici, on pouvait nous-mêmes mettre notre bateau là. C'était galère, mais c'était possible. Mais pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas rendus compte qu'il pouvait y avoir un vrai danger. Ils ont décidé d'aller voir par eux-mêmes. Et l'autre raison derrière le fait qu'ils aient mis du temps pour réagir, c'est qu'ils avaient peur de se faire gronder par la direction, de se dire ah là là, on a pris trop de temps. Attention, hein, je suis pas en train d'insinuer que la direction du resort et du centre de plongée où j'ai démissionné parce que je pensais que c'était des gros cons était médiocre. Mais ça n'empêche que le staff, en tout cas, avait cette sensation, cette peur de se faire engueuler, et plutôt que d'envoyer tout de suite le signal d'alarme, ils se sont dit non, mais on va essayer de lui éviter des problèmes. Et dans leur ordre de logique, ils se sont pas dit que le décès était une éventualité. Et c'est en ça où j'essaie vraiment d'insister sur le fait de, dans une situation de merde, lâcher le matériel, on s'en fout. Moi, mon caisson, je l'abandonne si je dois protéger, sauver ma vie ou sauver un copain. C'est ça arrive très très vite et on a parfois des difficultés à mettre en place l'ordre des priorités. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir conscience des dangers éventuels et avant d'être dans l'eau, pouvoir projeter les éventualités pour réagir au mieux, quoi. Ce qui s'est passé ensuite, après être allé vérifier et après s'être rendu compte qu'ils ne savaient pas où était Johnson, ils nous ont appelé à l'aide. Moi, à ce moment-là, le bateau avait été déjà mis en ligne et on avait déjà commencé à faire sortir les gens. Donc il s'était passé presque 10 minutes, quoi. Et on a eu un premier bateau qui est parti voir ce qui se passait. Mais c'est juste un collègue qui est allé tout seul pour vérifier. Et ce collègue tout seul pour vérifier, juste en plongeant, il a trouvé Johnson qui était... c'était pas très profond, il y avait 3,50 m de fond. Cette zone-là, elle est à 3,50 m de fond. Même pas, peut-être 2,50 m, très très peu hein, en fonction de la marée. Mais c'est suffisant pour se noyer. Ici, vous voyez même le corail. Et donc il l'a trouvé, il l'a mis dans le Zodiac, il l'a ramené.
Et c'est aussi en ça où nous, on était prêts à ces éventualités. Et moi, quand j'ai vu mon collègue partir en courant, parce qu'il a vu l'information et partir avec le Zodiac, ben, nous, ensuite, on a réagi. Moi, je l'attendais, alors qu'on m'avait rien dit, mais dans le doute, je l'attendais avec d'autres collègues au niveau de la plage, avec l'oxygène tout de suite, le défibrillateur. On avait mis des serviettes parce qu'en fait, c'est très difficile de faire un massage cardiaque sur du sable. Ça coupe, en fait, au bout d'un moment. Et on ne peut pas utiliser un défibrillateur sur du sable ou sur de la plage. Et donc, nous, on a tout de suite mis en marche la machine. Et on était tous prêts à ça. Et ce qui est terrible, c'est que à l'instant où on l'a vu arriver, on pensait qu'il venait juste de se noyer. Donc pour nous, c'était tous évident qu'on allait pouvoir le réanimer, qu'on allait pouvoir le faire revenir. Parce qu'on avait de l'adrénaline, parce qu'on avait un défibrillateur, parce qu'on avait l'oxygène, on avait suffisamment d'oxygène pour tenir 2 jours. Donc il n'y avait pas de... Mais le problème, c'est qu'il avait déjà passé 15 minutes sous l'eau. Donc en fait, c'était foutu. Mais nous, on le savait pas. Et on l'a su, on l'a su après. Et les autres collègues, je leur en veux pas, mais ils ne se sont pas rendus compte que les 10 minutes qu'ils ont prises à prendre une décision d'appeler à l'aide, et on va pas leur reprocher parce que c'est suffisamment dur comme ça, et là cette vidéo est en français, donc je sais qu'elle sortira pas, ils la verront pas, quoi. De toute façon, en plus, c'était des Espagnols ou des... Enfin, bref. Mais ces 10 minutes de perdu, ces 10 minutes de trop, ont clairement fait la différence, quoi. 15 minutes même. Parce que si on avait eu l'information plus tôt, on aurait pu réagir. Donc, il y a l'entraînement et il y a le réel. Dans le réel, faut essayer de surréagir dans le doute, parce que le bénéfice-risque est énorme, et de sortir le plus vite possible les gens hors de l'eau pour lancer une assistance le plus tôt possible. Vous, tout seul, vous allez avoir du mal à faire quelque chose. Ça va être très difficile. Nous, on était 7. Et on a tenu à 7 un massage cardiaque pendant un peu plus d'1 heure. On était épuisés. Et on était peut-être pas 7 à être complètement actifs, mais on était au moins 5 en roulement et avec 2 autres qui monitoraient, quoi. Donc il faut du personnel. Donc c'est pour ça que ne minimisez jamais les risques. Quand vous voyez quelqu'un d'essoufflé à la surface ou avec le visage un peu dans l'eau, ou gardez un œil dessus, et dans le doute, signalez-le à des personnes compétentes. Signalez-le toujours. Moi, c'est un sujet que j'ai encore beaucoup de mal à aborder. Là, je peux l'aborder en petit comité. Plusieurs fois, j'ai voulu en faire des vidéos, mais j'arrive pas. Parce que moi, personnellement, je m'en veux toujours. J'étais pas loin, mais j'ai pas compris ce qui se passait, et même si c'est pas ma faute, parce que j'ai pas eu de signal d'alarme et je peux pas dévier un bateau de 30 mètres juste parce que je vois des gens debout sur un kayak. Je me souviens m'être fait la remarque, mais qu'est-ce qu'ils font ces cons-là sur le kayak? Si au lieu d'être sur le kayak en train de regarder, ils nous avaient fait des grands signes, ils avaient lancé l'alerte, ils avaient, je sais pas, utilisé un sifflet. C'est pour ça que c'est important d'avoir un sifflet sur soi. Là, on aurait juste eu à utiliser la radio pour demander au Beach Club d'envoyer un Zodiac. Ou on aurait même pu nous amener par la proue en marche arrière dans cette zone-là avec le bateau. On avait assez de fond, quoi. Et envoyer un de nos 4 plongeurs jeter un coup d'œil, quoi. Donc après, si vous avez des questions, je peux vous expliquer un petit peu plus comment se passe un processus de réanimation. Mais même un processus de réanimation, ça, ce sont les choses... on a toujours le... Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué. On a toujours le mythe de alerte à Malibu, où on pense qu'à partir du moment où tu commences un massage cardiaque, ça va marcher. En fait, on est entre 7 et 10% de réanimation, donc c'est de succès. En tout cas, c'était moi ce qu'on m'avait appris à l'époque. Et c'est
la seule chose qu'on puisse faire pour améliorer ce pourcentage, c'est de réagir le plus tôt possible. Et c'est toujours ça que j'essaie de mettre en avant que ce soit sur les vidéos d'analyse, mais sur les. Alors, il y a eu le BWRAF, mais il y en aura d'autres sur mes conseils de plongée. C'est agir le plus tôt possible, c'est même agir avant qu'il y ait un problème. Comment est-ce qu'on agit avant qu'il y ait un problème? On essaie d'identifier les problèmes potentiels. Et ça peut donner l'impression d'être un peu un psychopathe, mais il y avait mille et une façons d'empêcher à la fin le décès d'un jeune homme de 20 ans, quoi. Enfin, 1000 peut-être pas, mais il y aurait eu plusieurs façons d'empêcher ça. S'il était parti avec un gilet, s'il était parti avec une SMB. Alors moi, quand je faisais de la natation, j'avais une SMB avec moi, que je pouvais gonfler si j'avais besoin. Pourquoi? Parce que j'aurais pu marquer ma position et j'aurais pu m'accrocher sur un truc pour flotter. Alors, c'était peut-être débile, mais j'avais aussi une petite lampe torche accrochée à ma SMB. Alors, peut-être que j'allais crever, mais au moins, de nuit, je pourrais montrer ma position. C'était dérisoire, mais c'était des petits trucs. Et il faut pas minimiser tous ces petits outils de prévention. Moi, quand je fais de l'apnée, par exemple, déjà, je suis toujours positif. J'ai un sifflet, j'ai une SMB. J'ai un parachute, c'est le parachute. Le SMB, c'est Surface Marker Buoy, donc c'est une bouée de marquage de surface. J'ai un gilet orange pour qu'on me voit. Si je suis avec d'autres gens, c'est possible, j'ai une bouée d'apnée. Donc ce genre de choses. Et vous, quand vous irez en vacances, ici on avait une bouée là, je me souviens. Et le jeu des garçons, c'était d'aller à la bouée et de revenir pour impressionner les filles. C'est débile, hein, c'est débile. Sauf que dans le tas, il y en avait qui savaient pas très bien nager. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant qu'ils soient capables d'aller jusqu'à la bouée. Le problème, c'est que ils n'arrivaient pas à revenir, quoi. Et on a dû aller chercher des gens, quoi. Donc, il faut toujours être très humble et ne jamais avoir peur de surréagir. Si un jour vous êtes sur la plage et vous voyez des gens qui font des gestes des bras, tout de suite, vous les gardez. Surtout, vous n'allez pas les aider. D'abord, vous les gardez toujours. Vous pointez votre bras dans leur direction et vous allez appeler de l'aide autour de vous pour qu'on commence à organiser un sauvetage, mais surtout, vous les perdez pas des yeux. Vous n'allez pas commencer à regarder à droite, à gauche, si on est deux par exemple, vous les lâchez pas des yeux, vous lâchez pas le point des yeux, limite vous donnez une direction avec votre bras comme si vous étiez sur un bateau avec une procédure de personnes par-dessus bord et vous allez l'air con, hein, mais vous gardez la direction bien en tête et l'autre personne va aller chercher de l'aide, appeler quelque chose. Ça peut sembler un peu excessif, mais à la fin ça peut faire la différence. J'ai d'autres histoires tristes comme ça qui, moi, ne me sont pas arrivées directement. Mais ça se joue vraiment à des... Désolé, Damien, que tu tombes sur cette vidéo ce soir-là. C'est quelque chose dont je parle rarement. Mais Pas de souci. le fait de voir cette vidéo d'analyse ce week-end, ça m'a fait me rendre compte de l'importance d'appeler à l'aide le plus vite possible, quoi. Parce que c'est vraiment, ça se joue en quelques secondes. La panique sous l'eau, faut comprendre que la panique sous l'eau se joue en quelques secondes. C'est à partir du moment où quelqu'un va vouloir crier pour appeler à l'aide, il va vider ses poumons. Qu'est-ce qui se passe quand il vide ses poumons? Il change sa flottabilité, il coule. Et ça arrive très très vite. Et c'est ce qui était arrivé, je pense, à Johnson, qui est malheureusement décédé du coup. Ah voilà, c'est bon. J'avais une question. Non, c'était... Oui, on va faire aux questions là, mais c'était plus... je voulais vraiment illustrer... je voulais même ce que tu as dit, Razaoui, sur le fait de réagir pas assez vite. Moi, mon expérience m'amène à dire que mieux vaut surréagir et peut-être passer pour des cons ou même se faire virer parce qu'on a voulu surréagir plutôt que d'avoir après des regrets. Moi, de mon côté, c'est pas que je m'en veux, mais t'es obligé de te dire, putain, si moi j'avais surréagi comme un psychopathe en demandant au capitaine de déplacer le bateau de 30 mètres, peut-être que les choses auraient pu être différentes, quoi. Alors, tu peux pas tomber dans cet excès-là, mais en tout cas, sur la plage,
quand tu as quelqu'un qui dit bah, je sais pas où il est, tout de suite t'envoies une personne pour aller chercher de l'aide et puis d'autres gens qui commencent à chercher sur la plage, mais commencez pas à faire vos fouilles par vous-même, quoi. Parce que vous n'êtes pas forcément compétent et entraîné et vous réagirez peut-être pas assez vite, quoi. Nous, on l'a retrouvé en moins de 5 minutes, le gars. Alors qu'eux, ils ont passé 10 minutes avant de prendre une décision. Et ces 10 minutes, elles auraient pu faire la différence, quoi. Donc voilà. Qui avait une question? C'était moi. Je t'en prie, Damien. Le danger des courants, du coup, c'était surtout de s'épuiser en essayant d'en sortir. Alors, en l'occurrence, je le connais, le site, il y avait très peu de courant. Mais oui, non, il y a différents dangers avec les courants. Le premier danger du courant, c'est qu'il t'emmène très 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 loin et que tu puisses plus revenir. Ensuite, effectivement, c'est de s'épuiser. Mais de toute façon, tu pourras pas gagner contre le courant. Donc, mais le premier danger du courant, c'est pas l'épuisement, c'est le fait qu'il va t'emmener très 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 loin. Après, il y a différents types de courants et ça dépend des zones géographiques. Effectivement, il y a les courants de type bailli où là, c'est des courants avec des canaux de sortie où tu peux ensuite rentrer à nouveau. Mais si on est sur des courants indonésiens ou des courants je l'ai jamais vu, mais je suppute qu'ici il y a un courant. Si je me fais choper par ce courant pendant que je fais ma petite natation, ça va être compliqué, quoi. Donc, le danger des courants, c'est d'être embarqué très loin et de ne pas pouvoir revenir par soi-même. Et après, le fait de ne pas pouvoir revenir par soi-même, oui, ça va créer ou un épuisement ou des crampes. Si tu es très très loin, si tu restes trop longtemps, tu vas finir par te retrouver en hypothermie aussi. Donc, c'est pour ça que ce sont des problèmes qui doivent s'éviter et se prévoir à l'avance. Ce sont pas des problèmes que tu peux régler sur le terrain tout seul. Non. Moi, je suis pas mauvais nageur, mais si je suis pris dans un courant, c'est la merde, quoi. Et c'est quasiment impossible d'aller aider quelqu'un dans un courant tout seul. Il faut ou une ligne très très longue ou un bateau, quoi. Donc c'est des choses que tu vas ou avoir de la chance et avoir un courant qui va pouvoir te ramener à un autre endroit, mais c'est pas les cas partout, quoi. Moi je parle pas trop des courants de Baillet parce que je les connais pas, je les ai pas pratiqués. Moi les courants que j'ai eu à expérimenter, ça a été des gros courants soit de marée, soit de canaux de courants indonésiens. Donc c'est des trucs que tu peux pas vraiment combattre. Il faut les éviter, quoi. Et pour les éviter, faut pouvoir le repérer avant d'être bloqué, quoi. Donc faut toujours essayer d'être le plus prudent possible et d'avoir des gens au sec qui peuvent garder un œil sur toi, sur vous et pouvoir lancer la sécurité. Moi, par exemple, quand j'allais nager, quand je me faisais mes longueurs, ici, ils savaient, je leur disais, je vais nager 2 heures. Si à 17h je suis pas là, s'il vous plaît, envoyez un Zodiac, quoi. Même si c'est futile, au moins je savais que potentiellement, au moins les gens savaient où j'étais, quoi. C'est un peu comme en randonnée. Mais bon, sauf qu'en randonnée, si tu te pètes une jambe à un endroit, t'es censé y rester. Là, le problème de l'eau, c'est que tu peux couler ou tu peux être embarqué par du courant, quoi. Donc Et, t'as beaucoup moins de marge de manœuvre. Oui. et pour tous les courants, il y a des signes pour les remarquer? Dépend. Ça dépend. Je les connais pas tous, honnêtement. Je les connais pas tous et c'est assez difficile de vraiment lire du courant. Ok, laissez-moi quelques secondes. Je vais vous brancher un disque dur. Parce qu'en fait, j'ai prévu une petite vidéo que j'avais pas prévu de sortir ce soir. Et je peux vous montrer quelques images. Et que je retrouve mon disque dur. Bon, vous savez quoi, le prochain live, ce sera sur les courants. Oui, il y a des signes. Alors, il y a différents types de signes. Il va y avoir les vaguelettes. Ça donne une information. Mais il faut faire la différence entre les vaguelettes qui sont dues au vent et les vaguelettes qui sont dues au courant. Mais ça c'est difficile à expliquer, mais je vous montrerai des vidéos. Il y a la position des bateaux. Les bateaux qui sont au mouillage, ils vont avoir un angle. Et donc ça te donne une information sur le courant. Et en fonction
de la tension qu'il va y avoir entre la ligne de mouillage et le bateau, ou la façon dont ça tire, ça te donne une information sur la puissance du courant. Mais ça, le truc, c'est qu'il faut être un local, il faut connaître, il faut savoir que telle ligne a une bouée de cette couleur-là, et que quand la bouée est enfoncée quand il y a un bateau, ça veut dire que le courant tire tellement fort que ça enfonce la bouée. Mais ça, c'est des signes. Un autre signe très intéressant, encore sur la position des bateaux, c'est quand il y a du vent et du courant en même temps, c'est assez étrange, le bateau va se mettre en fait contre le vent et le courant, il se met perpendiculaire aux deux, il est bloqué. Donc ça, pareil, ça te donne une information sur la direction et la puissance du courant. Dans les autres informations, c'est même en prévision, tu peux savoir s'il y a du courant avant même d'aller dans l'eau. Comment? Tu regardes le calendrier des marées, par exemple. Quand tu es dans les gros marnages de marée, et ben forcément, il y aura plus de courant, quoi. Quand tu es dans les entre-marées, là, tu es tranquille. Ça, c'est des choses que tu peux aussi savoir à l'avance. Et après, en plongée, nous, on sait qu'il y a du courant aussi, parce que même avant d'aller dans l'eau, et ça, je vous le montrerai, on va le noter. Regardez, dans le salon vocal, au-dessus, il y a un petit salon sujet de live. Prochain sujet courant. On fera une vidéo sur les courants la semaine prochaine. Quand vous avez des questions ou des idées de live, comme l'a fait Chloé là sur les croisières plongées, n'hésitez pas à poser dans sujet de live. Si je peux, j'essaierai de le faire. Bon, si je sais pas, je le ferai pas du coup, mais si je peux, j'essaierai de le faire. Du coup, ce que je disais, c'est que oui, après en tant qu'instructeur ou dive master, tu peux aussi choisir les plongées où tu vas faire. On va avoir le bateau qui va être à la ligne et tu vas avoir quelqu'un qui va aller mettre sa tête dans l'eau pour regarder tout simplement. Qu'est-ce qu'il va regarder? Si c'est pas très profond, si on a une mauvaise visibilité, il va regarder les coraux mous. Comment est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils sont verticaux? Est-ce qu'ils sont un peu penchés? Ou est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Du coup, s'ils font ça veut dire qu'il y a un peu de courant. Les poissons, la vie marine, il faut savoir que plus les poissons sont proches du fond et proches des coraux, plus il y a du courant justement, et plus ils sont... alors, non, pas forcément. Mais en tout cas, tu le vois à la façon dont les poissons nagent. Oubliez ce que je viens de dire par rapport aux proches du coraux, parce que dans certaines zones, quand il y a beaucoup de nutriments qui sont apportés par les coraux, en fait, tu as tous les poissons qui sortent et qui rentrent et qui sortent et qui rentrent, donc ça fait une très jolie valse. C'est aussi signe de courant. Mais donc voilà, il y a des choses qui nous permettent de l'identifier, mais sans vouloir jouer les grands sages, ces choses qui nous permettent d'identifier les courants, elles demandent quand même beaucoup de pratique et d'observation et d'expérience, quoi. Moi, ma première année, j'arrivais pas à lire le courant depuis la plage. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu me planter plein de fois. Mais c'est pas un truc que tu comprends du premier coup, quoi. Faire la différence entre des vaguelettes de courant et des vaguelettes de vent, c'est pas évident, quoi. Mais on en parlera dans le prochain live si ça vous intéresse. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'était un peu la direction que je voulais donner à ce live. Les petits gestes. Si vous voulez voir, on peut parler un peu des petits accessoires que j'ai un peu mentionnés tout à l'heure, mais on peut se faire une petite liste des petits trucs pratiques pour la sécurité. Peut-être même que vous avez des idées. Et sinon, si vous avez des questions après sur la réanimation, ce genre de choses, n'hésitez pas. Non, moi, je peux bien faire. Olivier. Ouais. En fait, du coup, que tu évoques sur la surréaction, j'ai eu l'occasion d'avoir des accidents, en fait, et puis de par mon métier, parce que je suis sapeur-pompier, comme tu l'as vu, on voit bien ce qui se passe, en fait. Et en fait, c'est pas que les gens ne réagissent pas, c'est que la situation d'accident n'est pas ultra différente de la situation de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu vois le gars qui va ranger son harpon dans le bateau, il voit pas la différence en fait entre la situation comment dire, de quasi décès de son collègue par rapport à une situation normale. Et c'est là où il faut pas hésiter justement à surréagir, c'est parce qu'on est dans une situation normale, on se rend pas compte qu'on est dans une situation où ça va être la cata, quoi. Donc moi, je sais que j'ai eu un collègue qui a fait un gros accident de plongée et il y avait plein de moniteurs expérimentés sur le bateau, etc. Personne n'a réagi, en fait. Le gars était un peu sous oxygène, mais pas complètement. Il est arrivé, il s'est levé, il a marché jusqu'au taxi, il n'y avait pas d'ambulance ni rien. Et en fait, moi, j'ai pas compris et il a passé
plus de 10 heures au caisson, il est tombé inconscient plusieurs fois, enfin il a failli y rester. En fait, c'est vraiment que il n'y a pas d'effet de seuil. C'est-à-dire que quand on a un accident, c'est pas avant tout est normal et après on rentre dans l'accident. C'est que non, on continue à voir des choses qui sont entre guillemets relativement normales, mais on se rend pas compte qu'on bascule dans l'accident. Donc il faut pas hésiter, comme tu dis, à surréagir pour faire les premiers gestes, pour mettre de l'oxygène ou pour tout de suite assister quelqu'un, quitte à ce que ça serve à rien, comme tu dis, hein, mais c'est hyper important. Et après, sur les massages cardiaques, évidemment, il faut insister. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de règle. Quand tu parles de 10%, etc., moi, ça m'est arrivé, pour le coup, de par mon métier, de tomber sur un monsieur très âgé. On est arrivé en 5-10 minutes et on s'est dit, bah là, de toute façon, enfin, il est en arrêt cardiaque, on va rien pouvoir faire, mais bon, il y a sa femme, machin, donc on fait quand même la réanimation, etc. Et puis, en fait, on l'a récupéré tout à fait normalement, alors qu'en fait, il y a des jeunes qu'on n'a jamais récupérés. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, et dans tous les cas, on insiste et voilà, on fait un maximum. Et heureusement, il y a des fois où ça se passe bien, et puis il y a des fois, ben, on n'arrive pas à récupérer les gens en fonction des conditions, etc., quoi. Donc voilà, sur la réanimation, c'est vrai que il faut faire les gestes le plus tôt possible. L'oxygène à fond, c'est pareil, on ne se pose pas de questions existentielles sur à combien je le mets, combien de temps, etc. Comme tu disais, il n'y a pas d'hésitation, on met à fond tout le temps et ça peut rien faire l'oxygène. Quand on est en surface comme ça, l'oxygène à fond pendant 1 heure, c'est rien du tout, c'est pas grave. Au pire, ça va dessécher un peu, mais c'est rien du tout. Faut vraiment insister là-dessus, quoi. Je te remercie pour, je te remercie pour ce retour. Effectivement, je peux dire des bêtises sur le massage cardiaque. Nous, c'était ce qu'on nous avait expliqué à l'époque aussi après C'est pas l'incident. une bêtise, hein. C'est pas une bêtise, c'est juste pour faire un complément d'expérience en fait, hein. Après, oui, évidemment, on en récupère très peu, même si de plus en plus on engage des secouristes très précocement et qu'avec le matériel on y arrive. Mais c'est juste pour dire que ne nous posons pas de questions. Quand on a un arrêt cardiaque, de toute façon, quoi qu'il en soit, on fait un maximum. Et puis, quel que soit l'état, quel que soit le temps, etc., voilà, pose pas de questions et on y va, quoi. Après, le paradoxe, enfin le problème nous qu'on a en Australie, hein, c'est que ça c'est l'île et le médecin le plus proche, il était, va falloir que ça charge, il était à Cairns et il était là en 1 heure et demie, quoi. Donc c'est aussi c'était les problématiques qu'on avait. Ah, je vais rajouter un autre truc. Alors là, c'est l'incident. Bah, je vous montre. Donc là, c'est Lizard Island et Cairns, c'est par là, je crois. Donc non, c'est encore plus loin. Putain, je le crois pas. Là, c'est là. Donc le médecin venait de là pour aller ici. Donc ça posait des problèmes. Donc c'est pour ça que bah, nous, on y a vraiment cru au début et puis après, on a. Et ce qui est. Mais je te remercie pour ton développement sur le moment où les gens restent dans l'habitude et le quotidien. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est sûrement nous, dans notre quotidien, on était entraînés à partir du principe qu'il pouvait y avoir un problème. Et c'est vrai que les collègues sur la plage, eux, ben, ils étaient juste dans leur quotidien de faire bronzette et de regarder, parce qu'ici on avait des petits coraux quand même, donc ils se sont pas rendus compte de la gravité, quoi. Ouais, il y a pas d'effet de bascule en fait. Il faut pas s'attendre à ce que entre le moment où ça devient grave ou pas, il y ait un effet de bascule et on va voir et là on n'hésite pas, on y va. Non, non, c'est en fait quand on a un doute, il faut y aller, quoi. C'est ce que tu disais, c'est la surréaction. Bah, si on a un doute, si on voit un truc bizarre, on s'arrête 2 secondes et ouais, là il se passe un truc, appelle les secours ou attends, on va voir ou voilà, faut tout de suite être attentif aux autres et on en revient à ce que tu disais sur le rescue. Le rescue, faut pas attendre d'être moniteur pour regarder les autres et regarder ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a des petits signes qu'on va voir arriver et il faut pas attendre en fait. Il faut pas attendre l'effet de bascule, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas. Je te remercie. Je te remercie, Olivier. Et c'est quelque chose qu'on peut tous prendre en compte. Et là, vraiment, Damien, Potis, vous n'avez pas encore énormément d'expérience, mais les instructeurs, je peux faire des erreurs, je peux passer à côté de certaines choses. N'hésitez jamais à dire si vous trouvez que quelqu'un a peut-être un problème, si votre binôme n'est pas dans son état normal que d'habitude. N'hésitez absolument jamais. Moi, j'ai déjà mis des clients sous oxygène où on m'a chambré après. Mais dans le doute, bah, à Lizard Island, par exemple,
on avait eu... vous voyez toujours mon écran? Oui, oui. Oui. Vous voyez toujours l'écran ici? On faisait des sorties, c'est ce dont je vous parlais durant le live sur les Arid Islands, donc The Name, The Cold Hole. Donc nous, on faisait des sorties ici. Donc c'est là où on avait les mérous. Et on faisait le mérou. Bah, c'est les vidéos de mérous que je vous ai montrées, donc c'était à Code Hole. Code, c'est mérous. Et durant une sortie de snorkeling, on a eu une de nos clientes qui a fait un petit malaise, mais pas quelque chose de vraiment méchant, quoi. Mais suffisamment fatiguée pour qu'on la sorte de l'eau, mais il n'y avait pas eu perte de connaissance ou autre. Et moi, je m'étais vraiment mis en mode surveillance et j'avais déjà commencé dans ma tête à faire un ordre de réaction. Donc au début, je n'ai pas enlevé la combinaison tout de suite parce que je voulais plus qu'elle se repose, parce qu'elle était plus essoufflée. Et puis après, comme elle continuait toujours à pas se sentir bien, ben, dans les petits gestes, il y avait faut rapidement enlever les combinaisons. Dans l'ordre, tu vas essayer de vouloir. On était sur quelqu'un de conscient qui parlait très bien, mais dans l'ordre, il y avait d'abord la sortir de l'eau, la mettre en confort, parce que des fois, ça peut juste être un inconfort. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment. Mais après, n'hésitez pas à rapidement enlever vos combinaisons quand vous vous sentez pas bien. Pourquoi? Parce que même si vous n'en avez pas la sensation, la combinaison humide, vous avez de l'eau sur la peau et cette eau ne sera jamais à 37 degrés. Donc mine de rien, ça vous demande de l'énergie pour vous continuer à vous réchauffer, tandis que si vous vous séchez et que vous enfilez des vêtements secs, là c'est bon, vous pouvez récupérer plus rapidement. Donc faut quand même rapidement enlever une combinaison quand on se sent pas bien. Et pour le coup, c'était un exemple, j'avais proposé plusieurs fois de boire, de prendre du sucre, ce genre de choses, parce qu'au début je pensais que c'était juste un coup de fatigue, et les collègues se rendaient pas forcément compte. Et je discutais avec elle, et j'avais pas voulu en faire, tu vois, non plus une grosse source d'angoisse, mais j'avais demandé à son mari, parce que j'avais beaucoup d'autres clients, enfin beaucoup, pas non plus, mais je voulais pas non plus trop surréagir pour pas l'inquiéter elle et inquiéter son mari, mais j'avais demandé à son mari de continuer à discuter avec elle. Et à la moindre réponse bizarre ou réaction bizarre, de venir m'informer. Et moi déjà, j'avais commencé à discuter avec le capitaine du bateau et le chef de plongée. Parce que un truc tout bête, mais quand vous avez quelqu'un un peu en état de choc, moi je lui avais demandé quelle était son adresse, quel était le nom de ses gamins, juste pour voir quoi, même combien de temps elle mettait pour répondre, histoire de voir si je lui mettais de l'oxygène ou pas, quoi. Et, je gardais ça en tête, et à un moment j'ai entendu son mari qui discutait avec elle, mais pas très fort, parce qu'en fait ce qui est terrible, c'est que les gens ne veulent pas déranger. C'est très contre-intuitif, mais les gens sont embarrassés. Ne soyez pas embarrassés et n'ayez jamais. Alors là, on n'est que 7 à discuter, mais n'ayez jamais honte de signifier un problème ou une inquiétude. Et je les entendais et je me rendais compte que la discussion était bizarre. Et je vois dans les yeux du mari que c'est chelou. Et c'est moi qui ai pris la décision, mais tout de suite, je l'ai dit à voix haute, et je l'ai dit à voix haute volontairement pour que la question ne se pose plus, de la mettre sous oxygène. Je savais qu'on avait assez d'oxygène sur le bateau. Alors, pour le coup, j'ai pas mis l'oxygène à fond parce qu'on n'était pas sur une situation de réanimation, et là, on en avait quand même pour 2 heures de bateau, donc je devais le monitorer. Mais ça a été mis sous oxygène au retour, et j'ai eu complètement raison. Et après coup, on a fait venir, durant le moment où on a fait venir un médecin justement de Cairns en avion en urgence, parce que j'avais lancé le signal d'alarme, et je regrette absolument pas. Et c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Alors après, bon, bah, une fois qu'on est arrivé, elle allait mieux. Bon, elle se rappelait plus du nom de ses enfants, mais une fois arrivée à la plage, elle allait mieux. Du coup, on va dire que ou c'est l'oxygène ou c'est moi qui avais surréagi. Mais en tout cas, mieux vaut ce genre de réaction plutôt que l'inverse, avec une anoxie qui se crée, une perte de connaissance, ou d'autres choses qui sont hors de mes compétences. L'oxygène ne va pas lui faire de mal.
Le fait d'avoir un médecin qui attend sur la plage ne va pas lui faire de mal. Moi, on va rien me charger en plus, il y a des assurances qui payent pour ça. Le centre de plongée ou le resort paye des assurances pour ça. À partir du moment où vous allez dans n'importe quelle structure, il y a des assurances pour ça. Vous-même, vous avez des assurances pour ça. Et in fine, à la fin, quand bien même vous auriez à lâcher des thunes, encore une fois, le bénéfice-risque, il n'y a pas photo, quoi. Et donc, n'hésitez jamais à signaler un problème, quoi. Et ne pensez pas que parce que vous êtes débutant ou parce que vous avez moins d'expérience, votre avis ne compte pas. Surtout si c'est votre corps, mais même votre avis par rapport à d'autres personnes. Et des fois, les encadrants peuvent se planter. Ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas, quoi. Oh, on a des frissons de parler de tout ça. Ça me manque pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, peut-être, Razairou? Ouais, si je peux rajouter juste un petit truc par rapport justement à l'apnée aussi, parce que pour les maladies de décompression, parce que même si c'est un peu moins connu, mais en apnée aussi, on peut avoir des maladies de décompression quand on approche certaines profondeurs. Et typiquement, un truc, et je suis totalement d'accord avec toi, au fait de s'il y a un doute, prendre de l'oxygène. Typiquement, au Mexique, quand je plongeais dans les cénotes, à partir d'une certaine profondeur, je crois que c'était un peu plus de 60 mètres, on donnait systématiquement de l'oxygène aux personnes qui faisaient des apnées à plus de 60 mètres. Parce que même si la personne allait bien, il y avait pas de souci, c'était juste au cas où en fait. On avait de l'oxygène, bah juste au cas où, vaut mieux prévenir. Voilà, du coup, on lui donne de l'oxygène directement à la personne à la fin de sa plongée, quoi. Et même ça aide même l'oxygène dans ces cas-là, après une longue apnée comme ça aide en plus à bien récupérer, donc il y a vraiment pas de souci, quoi. Et pareil aussi pour la surréaction. Si vous regardez les coachs dans les compétitions d'apnée, quand la personne remonte à la surface, les coachs à côté, ils leur gueulent dessus, genre respire, respire, respire. C'est ce qu'on apprend aussi quand on fait de la safety pour l'apnée, c'est faut pas hésiter à surréagir et vraiment à crier à côté de la personne, respire, respire, parce que à ce moment-là, on s'adresse pas vraiment à la personne, mais au subconscient de la personne en mode c'est bon, t'es à la surface, tu peux respirer. Donc faut bien gueuler et être clair. Juste parler pas fort et il faut donner des ordres clairs. Comme ça, le cerveau comprend bien facilement. Mais voilà. Très intéressant. Merci, Razairou. Je savais pas que vous passiez de l'oxygène aussi en apnée, mais ça se comprend. Ouais, bah, les maladies de décompression, en vrai, ça arrivait. Bah, je connais des gens à qui ça arrivait en apnée. Ça arrive assez souvent, la plupart du temps, aux chasseurs, parce qu'ils vont. En fait, ça nous arrive aussi, vu que quand on est en fond de l'eau, quand on va être à 50, 60 mètres, on va aussi avoir de l'air sous pression. On va aussi avoir de l'air sous pression, donc forcément, le nitrogène va aussi passer dans notre sang, sauf en moins grande quantité, vu qu'on a juste une bouchée d'air. Mais on a aussi, typiquement, on expérimente aussi la narcose à l'azote. À partir, voilà, c'est des profondeurs que moi j'ai jamais fait, mais à partir de 70-80 mètres, les apnéistes expérimentent la narcose à l'azote aussi, tout comme en plongée bouteille. Donc on peut également aussi avoir. Et tu vois, la narcose à l'azote, tu l'expérimentes pas même à 40 mètres? En apnée? En apnée, non. Ouais? Ah Ah bon? non, en apnée, non. Ok. En apnée, en apnée, c'est plutôt vers 70 mètres que la plupart des apnéistes le ressentent. D'accord. Ou alors en restant genre des longs statiques à 40-50 mètres. Mais juste y aller et revenir de 40 mètres, la plupart du temps, non. Parce qu'en fait, dans les vidéos à venir qui ne sont pas encore là parce qu'elles sont bloquées en montage, j'ai la vidéo où j'essaye de faire les 40 mètres.
Et vous le verrez dans cette vidéo-là, en fait, j'ai pas pu faire les 40 mètres parce que je me suis blessé à 30 mètres en faisant une pénétration de grotte sous-marine à 30 mètres à Lanzarote. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé, j'avais une ligne d'entrée, une ligne de sortie, donc c'était assez simple à faire sur le papier. J'ai fait plusieurs repérages et lorsque j'ai fait la pénétration et le truc complet, la ligne de sortie, forcément, elle avait dérivé toujours au bon moment. Moi, j'ai pris à ce moment-là une mauvaise décision. Plutôt que de remonter normalement, j'ai décidé de continuer à 30 mètres tout droit jusqu'à la ligne et puis après remonter jusqu'à la ligne. Et à ce moment-là, moi, j'avais une sorte de tunnel de vision et je m'étais pas préparé psychologiquement à larguer ma ceinture ou à remonter plus tôt. Moi, je m'étais dit, je descends la ligne, je remonte à la ligne. Et après coup, en parlant à d'autres coachs et en bref, en réfléchissant à pourquoi est-ce que j'avais eu cette réaction débile, j'en étais arrivé on m'a dit que c'était peut-être justement la narcose qui avait fait que j'avais pas été aussi rapide qu'à l'accoutumée pour prendre la bonne décision, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'avais commis une erreur, quoi. C'est possible en vrai, hein. C'est comme la plongée bouteille, selon ton état de fatigue, de stress. Peut-être tu as été plus sujet à la narcose à ce moment-là. C'est possible. J'avais pas été capable, vraiment sous l'eau, à ce moment-là, j'avais pas été capable de prendre une autre décision que celle que j'avais planifiée, qui était descendre à la ligne, remonter à la ligne. Alors que la ligne, elle était à plus de 20 mètres, mais j'y suis quand même allé comme un imbécile. Et je me suis fait, pas gronder, parce que quand je suis arrivé à la surface, j'étais vraiment pas bien. Mais je me suis fait peur. Donc, vous verrez dans cette vidéo, je me suis fait peur. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire mes 40 mètres d'ailleurs. Parce que je me suis fait peur. Ça arrive. Donc ça arrive. Mais après, ce live sera en replay, donc j'espère que d'autres personnes les verront. Ce qui est bien, mais aussi dommage, c'est qu'on se rend pas forcément compte des problèmes, de la création de problèmes et des soucis qui peuvent se passer dans les activités marines, parce que forcément, on veut pas trop communiquer là-dessus, et c'est très rare. Mais c'est pas si rare que ça. Moi, ça m'est arrivé, alors que je suis un peu bourrin, mais je suis pas si bourrin que ça. Je reste quand même assez conservateur et je me prépare beaucoup. C'est arrivé à des copains. Apparemment, toi, tu as vu aussi des petits problèmes qui peuvent arriver à des apnéistes ou en chasse. Donc, encore une fois, il faut être préparé à l'avance et il faut pas avoir peur de tirer un signal d'alarme. Et moi, c'est quelque chose, peut-être que c'est un biais que j'ai, mais je l'ai remarqué souvent sur Facebook, sur les groupes français de plongée. Et c'est pour ça que moi, je vais continuer et puis nous, d'une façon générale, sur la commune, on va essayer de pousser ça. Je vais essayer vraiment de parler de plus en plus de ça. Il y a une sorte de tabou, entre guillemets, sur les maladies de décompression, les incidents de décompression, où on réagit pas assez vite. Et c'est arrivé à Plonger Olivier, qui est un gros Instagram et qui a un blog assez connu, Different Dive, ça leur est arrivé aussi, où à chaque fois, ils mettent trop de temps pour se mettre en caisson ou pour se mettre sous oxygène, voire ils se mettent pas sous oxygène. Tu sors de l'eau, j'ai un petit peu mal au dos, c'est bizarre. Non, 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 non. T'es pas censé avoir un petit peu mal au dos. J'ai un truc là. Non, 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 t'es pas censé avoir un truc là. Tu te reposes tout de suite, tu bois 3 litres d'eau et tu te mets sous oxygène. Et puis après, on discute dans 15 minutes et on voit, quoi. Mais le côté, oh là là, on va se moquer de moi parce que je me suis fait mal, c'est quelque chose d'assez étrange que je vois pas partout. Je vais pas me permettre de dire que c'est une mentalité française ou autre, je pense pas, mais je pense pas parce qu'il y a d'autres cultures qui ont d'autres types de tabous. Mais par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la culture de la plongée récréative anglo-saxonne, c'est que le tabou de se foutre sous oxygène ou de dire qu'il y a peut-être un problème, franchement, en tout cas, moi, je l'ai rarement vu, quoi. On a déjà sorti, quand je travaillais sur l'autre île, Iron Island,
Plusieurs fois, là, à Iron Island, on avait une infirmière qui avait une voiturette électrique avec des bonbonnes d'oxygène dessus. Finalement, c'était assez rigolo de se dire qu'elle se baladait à balle avec la petite voiturette et de l'oxy pur à l'arrière. Si elle tamponnait un truc, ça explosait, c'était marrant. Mais elle se promenait avec sa petite voiturette électrique en oxy pur et plusieurs fois, dans le doute, on mettait nos clients, mais même pour pas forcément grand chose, mais il faut toujours se dire que le bénéfice-risque, il sera toujours en votre faveur à la prévoyance, hein, vraiment. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas du tout de honte à avoir. Et si dans votre club on vous fait des remarques, et là, tous les gens qui verront cette vidéo, si dans votre club on vous fait des remarques parce que vous avez demandé de l'oxygène parce que vous vous sentiez pas bien, mais changez de club vite. Ça ne va pas se passer comme ça. N'ayez jamais peur de poser des questions. Ne vous sentez jamais bête quand vous posez des questions. Jamais, jamais. Et dans le doute, demandez de l'assistance. Signalez-le. Mais normalement, à partir du moment où tu donnes des symptômes, les gens ils vont réagir. Mais souvent, on veut pas nommer les symptômes. On veut pas se dire j'ai une douleur à l'articulation à cet endroit-là et c'est un symptôme. Tu vois. On se dit je suis fatigué. Non, t'es fatigué comment? T'es fatigué où? T'es fatigué pourquoi? Donc c'est ce genre de choses quoi. Et puis pour revenir à la natation. Dans le doute, vous voyez quelqu'un qui fait des gestes bizarres, dans le doute, réagissez. Moi, après cet incident, sur mes jours de congé, je prenais une après-midi sur mes jours de congé, pas pour apprendre j'avais des copains coréens qui nageaient très mal, pas pour leur apprendre à nager, pour leur apprendre à secouer un bras tout en faisant la planche. C'était mon projet. C'était déjà pas facile, hein, parce qu'il coule. Mais ça nous a pris 2 mois pour secouer un bras tout en faisant la planche. Et c'était important. Et pour que les autres aussi comprennent et pour expliquer à plus de personnes possible que quand tu vois quelqu'un qui secoue un bras, qui bouge un bras, ça veut pas dire coucou. Mais ça peut sembler débile comme ça, mais j'ai une autre anecdote qui est arrivée à la personne qui m'a fait passer mon IDC. L'IDC, c'est mon niveau d'instructeur, donc c'est mon cours directeur qui m'a raconté ça. Elle, quand elle avait donné son cours de rescue avec ses élèves, il y avait à côté une classe qui faisait une sortie scolaire à la plage et qui nageait. Et il y avait un élève qui était en train de se noyer. Et ils l'ont pas vu. Ils ont juste vu quelqu'un qui faisait des grands signes. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui l'a ramené. Et sauf que c'était trop tard, quoi. Mais pendant plusieurs minutes, la personne avait appelé à l'aide. Mais les gens n'avaient pas mis en place la logique qui était de dire peut-être que cette personne est en train d'appeler à l'aide. Et ça avait rendu mon instructrice folle parce qu'elle était littéralement à côté en train d'apprendre à utiliser de l'oxygène, quoi. Donc sauf qu'elle est en train de donner un cours dans une classe, elle va pas non plus regarder ce qui se passe dans la plage d'à côté avec des gens qui font pas partie de son club ou autre, donc tu peux pas être partout. Mais c'est toujours rester ouvert à ce genre d'éventualité et n'ayez jamais honte, quoi. Donc voilà. Bon, c'était un sujet que j'ai beaucoup traîné des pieds pour vous parler de tout ça, mais j'espère que ce sera utile. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, d'autres remarques? Vraiment, c'est toujours le bienvenu, hein, n'hésitez pas. Oui. Je t'en prie, Damien. J'ai une question sur la décompression. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes même en respectant les paliers? Oui. D'accord. Il faut que tu te rendes compte que absolument tout ce que tu vas apprendre, alors ça va changer dans les années à venir parce qu'on va commencer à avoir des ordinateurs qui vont connaître notre état physique en temps réel, notre saturation, notre accumulation, etc. Mais pour 95% des ordinateurs et pour 100% des tables et pour quasiment tout ce que tu vas apprendre, tout est théorique. En fait, les tables de décompression, les paliers, toutes ces choses-là, ce sont des estimations théoriques sur des groupes de personnes. Ce ne sont pas des données qui vont s'adapter à ta morphologie à toi.
Donc, ce sont des tables générales qui ont été décidées en fonction de groupes de personnes pour rentrer dans un certain cadre de sécurité qui a été choisi et établi à l'avance. Mais en fonction des fédérations, qui ont différents degrés de safety, qui ont différents degrés de, pas de sécurité, mais pas de résilience, Bonne soirée Olivier, merci d'avoir été là, merci beaucoup pour ton retour, de toute façon, on va pas trop tarder non plus. Avec plaisir. Donc Damien, ce que je disais, c'est que oui, tu peux avoir des maladies de décompression même en respectant les tables, parce que les tables peuvent être différentes en fonction des fédérations. Si tu prends par exemple les tables utilisées par l'armée, elles sont différentes des tables utilisées par CIMAS, qui elles-mêmes sont différentes des tables, des paliers utilisés dans la plongée récréative, où là on est sur une logique faite pour faire plein de plongées moins longues et moins profondes, mais sans déco. Donc c'est des philosophies de plongée différentes, et toutes ces tables-là sont des informations théoriques sur des calculs de groupes de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, un jour, t'as la gueule de bois, t'es malade, t'es déshydraté, il y a la lune qui est avec la mauvaise ascendance de Vénus, et donc c'est un petit effet sur ton organisme, et qu'en plus t'as pas de bol, tu peux respecter la table et malgré tout, pam, te taper une déco. C'est malheureux, c'est très rare en vrai, parce que ces tables-là, elles ont quand même été pas mal poncées et utilisées elles ont été utilisées des millions de fois. Mais si tu es dans un état de fatigue, de faiblesse, de maladie, tu peux sortir justement des tables. Ça répond à ta question. Est-ce que je suis clair? Parce que t'as pas Ouais, encore plongé, mais par contre, je vais mettre des gros guillemets. Ça, c'est dans le cas des gens qui vont beaucoup plonger. La plupart des tables, le terme que je cherchais tout à l'heure, c'était conservatrice. La plupart des tables sont très conservatrices et c'est très très rare d'avoir un problème quand on respecte les tables. Il y a toujours 1% de gens qui n'ont pas de chance, mais c'est très très rare. Et toi, dans ce que tu vas faire au début, pour les baptêmes, c'est impossible d'avoir un... Tu peux te faire mal de différentes façons, mais c'est impossible d'avoir un problème de décompression dans des plongées à 10-12 mètres. Et ça, c'est le plongée que tu vas faire au début. Tu n'accumules pas assez d'azote pour que ce soit un problème. Il faudrait que tu restes 3 heures dans l'eau pour que ça commence à être un problème, quoi. Ce qui ne sera pas le cas. T'inquiète pas. Et du coup, pour quand on va plus profond, comme tu disais, on peut avoir un problème de décompression en respectant les paliers, mais c'est pas parce qu'on aura un problème une fois que ça se reproduira. Absolument. Absolument. Et c'est pas parce que à chaque fois ça se passe bien que ça peut pas arriver non plus. Tu comprends? D'accord. Ça va dépendre de ton état physiologique. Donc c'est pour ça qu'on va toujours essayer de prévenir. Comment est-ce qu'on prévient? On prévient en étant très à l'écoute de son corps, à l'avance, avant. On prévient sans se coller de gueule de bois la veille. Mon collègue qui a fini en caisson au Portugal, il s'était collé une mine la veille. Donc il était déshydraté, il avait la gueule de bois, il était fatigué. Il s'est retrouvé 6 heures en chambre de décompression. Alors qu'il avait respecté les paliers. Mais il était déshydraté. Et en plus de boire, est-ce qu'il y a d'autres conseils, manger léger ou des trucs comme ça? Non, l'hydratation. Hydratation. Hydratation et sommeil. Hydratation et sommeil. C'est les 2 trucs principaux. On va pas non plus prendre la tête. Mais encore une fois, là on parle quand tu vas commencer à faire, justement, peut-être qu'on en parlera un de ces 4, Chloé, dans les voyages plongés, tu fais du 4, 5, 6 plongées par jour parfois. Là, va falloir boire beaucoup d'eau, tu bois, tu dors, tu bois, tu dors. Enfin, en fait, non, tu plonges, tu bois, tu dors, tu manges, tu plonges, tu bois, tu dors. C'est très très éprouvant. Ok. Mais pour ce que tu vas découvrir, ne t'inquiète pas non plus. En fait, là, je donne des conseils très larges, mais qui sont basés sur des expériences de multiples plongées. Mais en ce qui te concerne, t'as pas d'inquiétude à avoir. Concentre-toi juste sur le bon feeling.
et te prends pas la tête avec une caméra. Vas-y Oui. juste pour passer un bon moment, et ce sera un bon moment. Et peut-être que quand tu auras 20, 30 plongées, tu pourras commencer à réfléchir à prendre une GoPro, mais pour l'instant, concentre-toi sur ton corps. Ça marche. Avez-vous d'autres questions? Non, j'en ai pas. Non plus. Bon. Bah, il est déjà 11h. Peut-être que pour le live de ce soir, on va pas faire de dérapage finalement. Et on va rester sur le sujet. Ce qui est peut-être pas plus mal pour ce live, sauf si tu as un dérapage de prévu, Chloé, t'as une idée? Ah non, non, non. J'avais quelques images de Cousteau, mais c'est pas trop l'ambiance, j'ai l'impression. Bah, Donc, ce soir, non, enfin, honnêtement, pour les prochains, va être plus rigolo. Mais c'est- je me posais la. En tout cas, j'ai voulu vous faire ce témoignage-là parce que c'est quelque chose que je pense être important. Mais pour, pour vous deux qui venez d'arriver, on se marre beaucoup plus d'habitude. Mais là, c'est vrai que d'avoir vu ces images-là, moi, j'ai pas passé un très bon moment en faisant la vidéo parce que ça me faisait réfléchir. Et du coup, je voulais, mine de rien, vous partager ces expériences aussi qui sont pas forcément rigolotes. Parce que je me dis que peut-être comme ça, un jour, dans le doute, vous crierez au loup et vous aurez raison. Voilà. Dans tous les cas, c'est important à savoir. Et non, on va se faire un truc sur les courants. On va se faire un truc sur les courants la semaine prochaine. Et on va voir. Si t'es d'attaque, Chloé, on peut essayer de se trouver des petites séquences, des vieux documentaires de Cousteau pour voir comment est-ce qu'ils géraient le courant. Je suis sûr ils ont trouvé des superbes idées comme planter des pieux, ou je suis sûr qu'ils ont fait des trucs sympas. ou des scooters, ou des machins comme ça. Ça devait Ah, le déjà scooter, ouais. exister, tous les coups. Bah, ouais, il y a le scooter sous-marin, c'est vrai. Je vous montrerai aussi le scooter tortue développé par l'équipe de Cousteau. Ah C'était, oui, c'est vrai qu'ils ont fait ce truc-là. C'est quoi Cousteau? Alors Mais Cousteau, non. c'est Jacques-Yves Cousteau, ça te parle pas? Non. Mais il y a pas de souci. Alors, bon, Cousteau, ça fait partie des gens qui ont développé le matériel de plongée qu'on utilise aujourd'hui. Et ça a été un peu le précurseur du documentaire sous-marin, de l'exploration sous-marine. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a fait beaucoup pour le documentaire et la biologie marine. Mais on aime bien se foutre un peu de sa gueule parce qu'au début, dans leur premier documentaire, dans les années 60, la biologie marine n'existait pas, l'écologie n'existait pas, l'éthique n'existait pas, mais ils avaient de la dynamite. Et ils faisaient de la biologie marine avec de la dynamite. Donc c'était un peu le bordel. Mais c'est grâce à eux qu'on a mis en place au fur et à mesure la biologie marine et on aime bien le chambrer sur leur première technique. Mais c'était des sacrés bourrins, quoi. C'était des pirates. Razaroui, bonne soirée à toi. Ah, vient de partir. Mais bonne nuit. Mais moi, je vais pas trop tarder non plus, mais on reparlera de Cousteau. Damien, ne t'inquiète pas, ça fait partie de nos sujets de prédilection. Ok. On va mentionner Bonne, son joli slip rouge. Ouais, Razaroui, je t'ai raté. Non, je voulais lui dire au revoir, mais tant pis. Tant pis. Razaroui, tu es parti, mais tu resteras dans nos cœurs jusqu'à lundi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. C'était toutes C'était les un live. semaines, du coup? Merci à Ouais, toi. sauf si j'ai c'est toutes les semaines. Et alors là, j'ai pas trop eu le temps, mais après, je vais poster les replays dans l'espace vidéo exclusive. Donc, ça fait partie du package. Ok. Voilà. Et oui, regarde l'Odyssée si ça t'intéresse. Et sinon, regarde les vieux documentaires de Cousteau. C'est des vieux documentaires, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment les balbutiements du documentaire sous-marin, quoi. Ils ont tout inventé, ils ont tout construit. J'irai jeter C'est les un œil, premiers. ouais. À la Ah, limite, c'est on un te spoil grand pas trop monsieur. parce qu'on avait peut-être prévu de la regarder tous ensemble, hein. Ah bah, Pas sinon le monde. j'attends, hein. Non, l'Odyssée, non. Le monde du silence, vous le trouverez plus. Ils ont brûlé toutes les copies. Ah, d'accord.
Bon, bah bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne Merci à soirée. toi. Bonne Salut. soirée. Bonne soirée. Ciao.